Les premières lueurs dorées de septembre dansaient sur les eaux cristallines du lac d'Annecy, créant un spectacle féerique que Théodore Moreau contemplait depuis la fenêtre de sa Mercedes noire. 20 ans, 20 longues années qu'il n'avait pas foulé le sol de cette ville qui avait bercé son enfance. Pourtant, chaque détail du paysage lui revenait avec une précision troublante. Les toits de tuiles rouges qui se reflétaient dans l'eau, les montagnes enneigées qui se dressaient comme des sentinelles silencieuses, et cette odeur particulière d'air pur mélangée aux effluves de pain chaud qui s'échappaient des boulangeries. « Monsieur Moreau, nous sommes arrivés », annonça son chauffeur d'une voix respectueuse. Théodore ajusta sa cravate d'un geste machinal, un tic qu'il avait développé au fil des années d'affaires. À 35 ans, il était devenu l'empereur incontesté de l'hôtellerie de luxe en France. Ces établissements, disséminés dans les plus belles villes du monde, attiraient une clientèle fortunée en quête d'excellence. Mais ce succès avait un prix. Son cœur s'était transformé en pierre froide, insensible aux émotions humaines. On l'appelait le prince de marbre dans les cercles parisiens, et il portait ce surnom avec une fierté glaciale. Descendant de la voiture, il inspira profondément. L'air d'Annecy lui picotait les poumons, si différent de l'atmosphère polluée de Paris. Ses assistants s'affairaient déjà autour de lui, tablettes et dossiers en main, prêts à transformer cette escapade nostalgique en une énième conquête immobilière. Le casaron qu'il venait évaluer, une demeure bourgeoise du XIXe siècle qui dominait majestueusement le lac, représentait un investissement colossal. Transformé en hôtel de luxe, il pourrait rapporter des millions. « Les rendez-vous sont programmés pour 14 heures, monsieur », déclara Amélie, sa bras droit, une femme d'une efficacité redoutable. « L'architecte et l'expert immobilier vous attendent sur place. » Théodore hocha la tête, mais son regard fut soudain attiré par une enseigne familière. Le Petit Nid. Le petit café de la rue des Marronniers était toujours là, apparemment inchangé. Ses souvenirs se bousculèrent instantanément. Lui, gamin de 8 ans, le nez collé à la vitrine, admirant les madeleines dorées alignées comme des petits soleils. Et elle, Élodie. Ses boucles châtaines qui dansaient quand elle riait, ses yeux verts pétillants de malice, sa main dans la sienne quand il courait le long du lac. Un frisson inattendu le parcourut. Cette sensation était si étrange, si dérangeante, qu'il eut envie de remonter immédiatement dans sa voiture et de fuir. Mais quelque chose de plus fort que sa volonté le poussa vers le café. « Attendez-moi ici !» ordonna-t-il à son équipe, ignorant leur regard surpris. La clochette de la porte tinta joyeusement à son entrée. L'intérieur du café avait gardé son charme d'antan. Murs en pierre apparente, poutres en bois sombre, tables en bois massif patinées par le temps. L'odeur de café fraîchement moulu et de pâtisserie maison l'enveloppa comme une caresse. Quelques clients discutaient tranquillement, plongés dans leurs journaux ou leurs livres. Cette atmosphère paisible contrastait violemment avec l'agitation perpétuelle de sa vie parisienne. « Bonjour, que puis-je vous servir ?» La voix douce et mélodieuse le fit se retourner. Et là, debout derrière le comptoir, un carnet à la main et un sourire timide aux lèvres, se tenait Élodie Martin. 20 ans plus tard, elle était devenue une femme d'une beauté saisissante. Ses cheveux châtains, plus courts qu'autrefois, encadraient un visage aux traits fins et délicats. Ses yeux verts, ces mêmes yeux qui avaient hanté ses rêves d'adolescent, le fixaient avec une expression d'abord polie, puis surprise, puis émue. « Théodore ?» murmura-t-elle, sa voix tremblant légèrement. « Théodore Moreau ?» Il se contenta de hocher la tête, incapable de prononcer un mot. 20 ans de construction d'une personnalité froide et implacable s'effritaient en quelques secondes face à cette femme qui avait été son premier amour, son premier rêve, sa première douleur aussi quand sa famille avait quitté Annecy pour Paris. « Mon Dieu, c'est vraiment toi !» continua-t-elle, ses joues se colorant d'un rose tendre. « Tu as tellement changé. » Effectivement, il avait changé. Le petit garçon insouciant qu'elle avait connu s'était transformé en un homme d'affaires, au regard perçant, vêtu d'un costume sur mesure qui coûtait plus que ce que la plupart des gens gagnaient en un mois. Ses cheveux bruns étaient parfaitement coiffés,
sa barbe taillée avec précision, et son allure générale dégageait une autorité naturelle qui intimidait. « Toi aussi tu as changé », répondit-il finalement, sa voix plus rauque qu'il ne l'aurait voulu. « En mieux. » Elle rougit davantage et baissa les yeux, geste qui lui rappela aussitôt la petite fille timide qu'elle était autrefois. Cette simplicité, cette authenticité le touchaient plus qu'il ne voulait l'admettre. « Qu'est-ce qui t'amène à Annecy après tant d'années ?» demanda-t-elle en s'approchant de sa table. « Les affaires » répondit-il de façon évasive, ne voulant pas révéler immédiatement ses véritables intentions. « Et toi, tu as toujours vécu ici ?» J'ai essayé de partir une fois, pour étudier la littérature à Lyon. Un voile de tristesse passa dans ses yeux. Mais maman est tombée malade, et j'ai dû revenir. Elle a besoin de moi. Cette information le frappa comme un coup de poing. Élodie avait sacrifié ses rêves pour s'occuper de sa famille. Lui, pendant ce temps, avait conquis le monde des affaires, accumulant fortune et pouvoir, mais en perdant son âme au passage. Et maintenant, s'enquit-il, sincèrement intéressé. Je travaille ici depuis mes 17 ans. Ce n'est pas la vie que j'avais imaginée, mais c'est ma vie. Elle sourit, et ce sourire était si pur, si authentique, que Théodore sentit quelque chose se fissurer dans sa poitrine. Et toi, on dit que tu es devenu très riche. Il y avait dans sa voix une pointe d'admiration mêlée de tristesse, comme si elle mesurait la distance qui s'était creusée entre eux. Théodore aurait voulu lui dire que toute sa richesse ne valait pas un seul de ses sourires, mais les mots restaient bloqués dans sa gorge. « Les apparences sont parfois trompeuses », murmura-t-il. À cet instant, la clochette retentit de nouveau, et Amélie apparut, visiblement agacée. « Monsieur Moreau, vos rendez-vous... »« J'arrive », coupa-t-il sèchement, sans quitter Élodie des yeux. « À bientôt !» ajouta-t-il à l'intention de cette dernière, laissant dans ses mots une promesse qu'il n'était pas encore prêt à formuler clairement. Élodie le regarda partir, le cœur battant. Ce garçon qu'elle avait tant aimé était devenu un homme puissant et mystérieux, mais elle avait entrevu, l'espace d'un instant, une lueur de vulnérabilité dans ses yeux. Une lueur qui lui rappelait le petit Théodore d'autrefois, celui qui partageait ses rêves et ses secrets au bord du lac. Sans qu'elle s'en rende compte, les fondations de sa vie tranquille venaient d'être ébranlées, et quelque part, dans les méandres de son cœur, une petite flamme s'était rallumée. Théodore gravit les marches de pierre du casaron avec une assurance feinte. Son esprit, d'ordinaire concentré sur les chiffres et les projets, vagabondait malgré lui vers le sourire d'Élodie et la douceur de sa voix. Cette distraction l'agaçait profondément. Il avait bâti son empire sur sa capacité à rester imperturbable, à ne jamais laisser les émotions interférer avec ses décisions. Et voilà qu'une simple rencontre remettait tout en question. « Monsieur Moreau, voici les plans de rénovation », annonça l'architecte, un homme aux cheveux grisonnants qui étalait des documents sur une table de fortune installée dans l'ancien salon. « Nous pourrions créer 40 suites de luxe, avec une vue imprenable sur le lac. Le spa occuperait tout l'étage inférieur, et nous avons prévu une piscine à débordement qui se fondrait parfaitement dans le paysage. » Théodore écoutait d'une oreille distraite, son regard fixé sur la fenêtre qui donnait sur la rue des Marronniers. De cette hauteur, il pouvait apercevoir l'enseigne du petit nid, et cette proximité lui procurait une sensation étrange, à la fois réconfortante et troublante. L'investissement total s'élèverait à 12 millions d'euros, poursuivait l'expert immobilier, un homme sec aux manières précises. Mais les projections indiquent un retour sur investissement de 25% dès la 3e année. « Et les propriétés environnantes ?» demanda Théodore, tentant de reprendre le contrôle de ses pensées. « Ah, excellente question. » L'expert ouvrit un dossier plus épais. « Nous avons identifié plusieurs bâtiments qui pourraient être rachetés pour agrandir le complexe. Le petit café d'en bas, par exemple, pourrait être transformé en boutique de souvenirs haut de gamme. Les propriétaires actuels peinent à joindre les deux bouts, selon nos informations. » Le cœur de Théodore se serra, le petit nid en difficulté financière. Cette révélation le frappa comme un coup de massue. Il imagina Élodie, inquiète, comptant et recomptant les recettes du jour, essayant de trouver des solutions pour maintenir à flot ce petit havre de paix qui était sa vie. « Combien »
demanda-t-il d'une voix blanche. Pardon? Combien pour le café? L'expert consulta ses notes. Environ 200 000 €, une broutille comparée à l'ensemble du projet. Nous pourrions également acquérir la petite librairie adjacente et l'appartement du dessus. Cela nous donnerait un contrôle total sur cette section de la rue. Théodore ferma les yeux un instant. 200 000 €, une somme dérisoire pour lui, mais qui représentait probablement toute la vie d'Élodie et de sa mère. Il se souvint de leur conversation d'enfant quand ils se promenaient le long du lac. Élodie rêvait alors d'ouvrir un jour sa propre librairie, un endroit où les gens pourraient venir lire en buvant un thé, entouré de livres et de plantes vertes. Le petit nid était peut-être l'incarnation modeste de ce rêve. « Monsieur Moreau, vous nous écoutez ?» La voix d'Amélie le ramena à la réalité. Il se tourna vers elle, notant son expression préoccupée. Elle le connaissait assez pour savoir que quelque chose n'allait pas. « Reportez les décisions à demain, » déclara-t-il abruptement. « J'ai besoin de réfléchir. » L'architecte et l'expert échangèrent un regard surpris. Théodore Moreau était réputé pour prendre des décisions rapides et définitives. Cette hésitation était totalement inhabituelle. « Très bien, monsieur, » acquiesça Amélie, toujours professionnelle. « Dois-je réserver les chambres d'hôtel pour ce soir? » « Non. » Il ramassa sa veste et se dirigea vers la sortie. « Trouvez-moi un appartement meublé en location. Quelque chose de simple, proche du centre-ville. Je compte rester quelques semaines. » Cette fois, Amélie ne put cacher sa stupéfaction. Théodore ne s'attardait jamais dans les villes où il menait ses affaires. Il arrivait, évaluait, décidait et repartait. Cette soudaine volonté de s'installer, même temporairement, était sans précédent. « Puis-je vous demander pourquoi ?» risqua-t-elle. « Inspiration, » répondit-il laconiquement. « J'ai besoin d'inspiration pour ce projet. » Mensonge. Il le savait. Elle le savait. Mais aucun des deux ne le dit. Théodore n'avait jamais eu besoin d'inspiration pour ses affaires. Il avait besoin de chiffres, d'analyses, de projections. L'inspiration était un luxe qu'il ne pouvait pas se permettre. Pourtant, en descendant les marches du casaron, il sentit ses pas le porter naturellement vers le petit nid, comme s'il était aimanté par cet endroit, par cette femme qui incarnait tout ce qu'il avait perdu en construisant son empire. Il s'arrêta devant la vitrine, exactement comme il le faisait enfant. Les madeleines étaient toujours là, dorées et parfumées, alignées avec soin. Mais maintenant, il pouvait se les offrir. Il pouvait acheter toute la boulangerie s'il le voulait. Cette pensée le déprima profondément. « Vous admirez mes pâtisseries ?» Il se retourna. Élodie se tenait derrière lui, un tablier noué autour de la taille, ses cheveux attachés en un chignon négligé qui lui donnait un air encore plus charmant. « Elles sont exactement comme dans mon souvenir, » répondit-il sincèrement. « Maman garde jalousement la recette. C'est elle qui les prépare encore, malgré son arthrite. » Élodie sourit, mais une ombre passa dans ses yeux. Elle dit que c'est ce qui fait le succès du café. « Et vous, qu'est-ce que vous en pensez ? » « Je pense que les gens viennent surtout pour l'atmosphère, pour ce sentiment de foyer. » Elle rougit légèrement. « Excusez-moi, je dois paraître bien naïve comparé à votre monde. »« Mon monde ?» répéta-t-il intrigué. « Vous savez bien, le monde des affaires, des grands hôtels, des décisions importantes. » Elle fit un geste vague en direction du casaron. « Je suppose que vous êtes ici pour un projet d'envergure. » Théodore sentit un poids s'abattre sur ses épaules. Comment lui avouer qu'il était potentiellement là pour détruire sa vie, que son projet d'envergure incluait la disparition du petit nid? « C'est compliqué, » murmura-t-il. « Tout est compliqué quand on grandit, vous ne trouvez pas ?» Elle s'appuya contre le mur, pensive. « Parfois, je repense à nous, enfants. Tout semblait si simple alors. Nos plus grands soucis étaient de savoir si nous aurions assez d'argent de poche pour acheter des bonbons ou si la météo serait favorable pour nos promenades au bord du lac. Vous vous souvenez de nos promenades ?» demanda-t-il touché malgré lui. « Bien sûr. Vous aviez cette manie de ramasser des galets parfaitement ronds. Vous disiez qu'ils portaient de bonheur. » Elle rit doucement. « Je me demande ce que vous avez fait de tous ces galets. » Théodore porta instinctivement la main à sa poche, où il gardait toujours un galet lisse ramassé lors de leur dernière promenade, la veille de son départ pour Paris. 20 ans qu'il le transportait partout, sans jamais comprendre pourquoi. « Je les ai gardés, »
avoua-t-il, surpris par sa propre sincérité. Élodie le regarda avec des yeux écarquillés. Vraiment? Vraiment? Un silence confortable s'installa entre eux. Pour la première fois depuis des années, Théodore se sentait apaisé, comme si le temps s'était arrêté, comme si 20 ans n'avaient pas passé, comme s'ils étaient encore ces deux enfants insouciants qui partageaient leurs secrets au bord de l'eau. Élodie, la voix d'une femme âgée, les interrompit. Les clients attendent. J'arrive, maman, répondit Élodie avant de se tourner vers Théodore. Il faut que j'y aille, mais peut-être que vous pourriez passer prendre un café demain? J'aimerais beaucoup que vous me racontiez votre vie à Paris. J'aimerais beaucoup aussi, répondit-il, et il fut surpris de constater qu'il était sincère. En la regardant s'éloigner, Théodore réalisa qu'il se trouvait face à un dilemme qu'aucune analyse financière ne pourrait résoudre. Comment choisir entre l'empire qu'il avait construit et la femme qui pouvait le sauver de sa propre froideur? L'appartement qu'Amélie avait trouvé se situait au 3e étage d'un immeuble haussmannien, à quelques rues seulement du Petit-Nid. Théodore poussa la porte et fut immédiatement frappé par la simplicité des lieux. 2 pièces modestement meublées, une kitchenette fonctionnelle et une vue dégagée sur les toits d'Annecy. C'était à des années-lumière de son penthouse parisien avec sa vue sur la tour Eiffel et ses meubles de designer. « Monsieur, êtes-vous certain que cet endroit vous convient ?» demanda Amélie, visiblement mal à l'aise. « Je peux facilement vous trouver une suite dans le meilleur hôtel de la ville. »« Non, c'est parfait, » répondit Théodore, en posant sa valise près de la fenêtre. « Vous pouvez retourner à Paris. Je vous contacterai quand j'aurai pris ma décision concernant le projet. »« Mais monsieur, tontu Amélie. » Sa voix était ferme, mais pas dure. « J'ai besoin de solitude pour réfléchir. Reportez tous mes rendez-vous de la semaine prochaine. » Elle le regarda avec inquiétude. En 3 ans de collaboration, elle ne l'avait jamais vu dans cet état. Théodore Moreau était un homme de décision rapide et définitive. Cette hésitation, cette recherche de solitude, tout cela lui semblait profondément inhabituel. « Très bien, monsieur. Mais si vous avez besoin de quoi que ce soit... » « Je sais. Merci, Amélie. » Une fois seul, Théodore s'installa dans le petit fauteuil près de la fenêtre. De là, il pouvait voir les gens déambuler dans les rues pavées, les touristes prendre des photos devant les canaux, les habitants vaquer à leurs occupations quotidiennes. Cette vie paisible et authentique contrastait violemment avec l'agitation perpétuelle de Paris. Il sortit son téléphone et composa le numéro de son associé principal, Marcus Dubois. « Théodore, alors ce projet d'Annecy, c'est prometteur, mais j'ai besoin de plus de temps pour analyser tous les aspects. » « Du temps ?» La voix de Marcus trahissait sa surprise. « Depuis quand as-tu besoin de temps pour évaluer un investissement? D'habitude, tu tranches en 2 heures. Cette fois, c'est différent. » « Différent comment ?» Théodore hésita. Comment l'expliquer à Marcus, homme d'affaires pragmatique et froid, qu'il remettait en question un projet à cause d'une femme qu'il avait aimée enfant? Comment lui dire que pour la première fois de sa vie d'adulte, il ressentait quelque chose qui ressemblait à de la culpabilité? Le contexte local est complexe, il y a des sensibilités à prendre en compte. Des sensibilités? Marcus ricana. Théodore, tu m'inquiètes. Depuis quand nous préoccupons-nous des sensibilités locales? Notre métier, c'est de créer de la valeur, pas de faire du social. Je sais. Donne-moi juste 1 semaine. 1 semaine. Tu as perdu la tête. Les investisseurs attendent une réponse. Si nous ne nous positionnons pas rapidement, la concurrence va nous devancer. 1 semaine, Marcus. Le ton de Théodore était sans appel. Marcus grommela quelque chose d'inaudible, avant de raccrocher. Théodore éteignit son téléphone et le posa sur la table. Pour la première fois depuis des années, il éprouvait le besoin de déconnecter complètement du monde des affaires. Il s'allongea sur le canapé et ferma les yeux. Aussitôt, les souvenirs affluèrent. Élodie et lui courant dans les rues d'Annecy, construisant des châteaux de sable sur les petites plages du lac, partageant des glaces à la vanille en regardant les cygnes. Ils avaient 8 et 9 ans, et le monde leur appartenait. Ils se juraient fidélité éternelle, imaginaient leur vie d'adulte ensemble, inventaient des histoires où ils étaient des héros. Puis était arrivé ce matin de septembre où son père avait annoncé leur déménagement à Paris.
une opportunité professionnelle qu'il ne pouvait pas refuser. Théodore se souvenait encore du regard d'Élodie quand il lui avait annoncé la nouvelle. Ses yeux verts s'étaient remplis de larmes, mais elle avait souri bravement. « Tu m'écriras » avait-elle demandé. « Tous les jours » avait-il promis, « et tu reviendras me voir. Dès que je pourrai. » Ses promesses d'enfant, il les avait tenues, au début. Puis la vie parisienne l'avait happé. Les nouveaux amis, les études exigeantes, et progressivement, Annecy était devenue un souvenir lointain. Il avait cessé d'écrire, prétextant que les lettres se perdaient. En réalité, il avait peur. Peur de la distance, peur de la différence entre leur vie qui se creusait chaque jour, peur de cette douleur qui lui serrait le cœur chaque fois qu'il pensait à elle. Un coup discret à la porte interrompit ses réflexions. Il se leva, intrigué. Qui pouvait connaître sa présence ici? « Bonjour », dit Élodie en souriant timidement. « J'espère que je ne vous dérange pas. » Elle tenait dans ses mains un plateau recouvert d'un torchon brodé. L'odeur qui s'en dégageait était délicieuse. « Comment avez-vous su que j'habitais ici ?» demanda-t-il, plus surpris que contrarié. « Annecy n'est pas Paris », répondit-elle avec malice. « Ici, tout se sait. Madame Jourdain, la propriétaire, est une habituée du café. Elle m'a dit qu'un beau jeune homme en costume avait loué son appartement du 3e. J'ai fait le rapprochement. » Théodore ne put s'empêcher de sourire. Cette simplicité, cette spontanéité lui faisaient un bien fou. « Entrez !» dit-il en s'effaçant pour la laisser passer. Élodie pénétra dans l'appartement et posa le plateau sur la petite table. Elle découvrit des madeleines encore chaudes, un pot de confiture maison et une thermos de café fumant. « J'ai pensé que vous n'aviez peut-être pas eu le temps de faire des courses, » expliqua-t-elle, soudain intimidée par la proximité de leur corps dans cet espace confiné. « Oui, c'est très attentionné de votre part, » répondit-il, touché par ce geste simple mais rempli de gentillesse. Ils s'installèrent face à face, séparés par la petite table. Élodie servit le café avec des gestes précis et gracieux. Théodore la regardait faire, hypnotisé par l'harmonie de ses mouvements, par la douceur de son expression. « Ces madeleines, » commença-t-il après avoir goûté l'une d'elles, « sont exactement les mêmes qu'avant, » termina-t-elle. « Maman n'a jamais voulu changer la recette. Elle dit que certaines choses ne doivent pas évoluer. »« Elle a raison, » murmura Théodore. « Tout n'a pas besoin d'évoluer. » Il y avait dans sa voix une mélancolie qui n'échappa pas à Élodie. Elle l'observa attentivement, notant les petites rides qui marquèrent le coin de ses yeux, la tension qui habitait ses épaules, cette espèce de fatigue profonde qui émanait de lui malgré son apparence soignée. « Vous avez l'air fatigué, » dit-elle doucement. « Je le suis. » Il but une gorgée de café, savourant sa richesse. « J'ai l'impression de courir depuis 20 ans sans jamais m'arrêter. Et maintenant, je ne sais plus très bien où je cours, ni pourquoi. » Cette confession le surprit lui-même. Jamais il n'avait exprimé ses doutes à voix haute, mais quelque chose chez Élodie l'invitait à la confidence, à la vulnérabilité. « Vous savez ce que je pense ?» dit-elle après un moment de silence. « Je pense que parfois, il faut avoir le courage de s'arrêter, de regarder autour de soi, de se demander si la direction qu'on a prise est vraiment celle qu'on voulait suivre. Et si on découvre qu'on s'est trompé de route, alors on en choisit une autre. » Elle sourit. « Il n'est jamais trop tard pour changer de direction, Théodore. » En entendant son prénom dans sa bouche, il sentit quelque chose se dénouer dans sa poitrine, comme si elle avait prononcé une formule magique capable de faire fondre la glace qui enserrait son cœur. « Je ne sais pas si j'en ai le courage, » avoua-t-il. « Le courage, ça se trouve. » Elle tendit la main vers lui, effleurant ses doigts. Surtout quand on n'est pas seul. Ce contact, aussi léger soit-il, le bouleversa. Il avait l'impression de retrouver une partie de lui-même qu'il croyait perdue à jamais. Le lendemain matin, Théodore se réveilla avec une sensation étrange. Pour la première fois depuis des années, il avait dormi profondément sans être hanté par les chiffres, les contrats ou les échéances. La lumière douce d'Annecy filtrait à travers les rideaux de lin et l'air qui entrait par la fenêtre entr'ouverte portait l'odeur fraîche du lac. Il s'habilla simplement, un pantalon de toile et une chemise blanche sans cravate, et descendit dans la rue. Ses pas le portèrent naturellement vers le petit nid.
comme s'il était aimanté par cet endroit qui représentait tout ce qu'il avait quitté. Élodie était déjà au travail, essuyant les tables avec application. En le voyant entrer, son visage s'illumina d'un sourire si spontané que Théodore sentit son cœur se serrer. « Bonjour, dit-elle, ses joues se colorant légèrement. « Vous avez bien dormi ?»« Comme un enfant, répondit-il sincèrement. « Merci encore pour hier soir. Ces madeleines étaient exactement ce dont j'avais besoin. J'en suis ravi. » Elle s'approcha, un carnet à la main. « Que puis-je vous servir ce matin ? Un café et... » Il regarda la vitrine des pâtisseries. « Et des conseils. »« Des conseils ?» répéta-t-elle intriguée. « Sur Annecy. J'ai envie de redécouvrir la ville. Cela fait si longtemps que je n'y ai pas vécu vraiment. » Élodie posa son carnet et s'assit en face de lui, ses yeux pétillants d'enthousiasme. « Oh, il y a tant de choses à voir. Le château, bien sûr, mais aussi les petites ruelles du vieil Annecy que les touristes ne connaissent pas toujours. Et puis, il y a le marché du samedi, les jardins de l'Europe. » Elle s'interrompit soudain, consciente de son emballement. « Excusez-moi, je me laisse emporter. Vous devez avoir des choses plus importantes à faire. »« Non, » dit-il avec une fermeté qui la surprit. « Rien de plus important que d'écouter vos conseils. » Cette réponse la troubla. Il y avait dans la voix de Théodore une sincérité qui la touchait profondément. Cet homme puissant et mystérieux semblait vraiment s'intéresser à ce qu'elle avait à dire. Dans ce cas, elle hésita un moment. « Que diriez-vous d'une promenade ce soir, après la fermeture du café? Je pourrais vous montrer mon Annecy, celui que j'aime le plus. J'adorerais, » répondit-il sans hésiter. Ils se fixèrent un rendez-vous à 20h, après la fermeture du café. Théodore passa le reste de la journée à flâner dans les rues, observant cette vie qu'il avait oubliée. Il s'arrêta devant l'école primaire où ils avaient étudié ensemble, contempla la maison de son enfance, maintenant occupée par une autre famille, et s'assit longuement sur un banc face au lac, laissant les souvenirs refluer en lui. À 20h précises, il était devant le petit nid. Élodie sortit quelques minutes plus tard, après avoir éteint les lumières et fermé à clé. Elle avait troqué son tablier contre une robe légère, couleur lavande, qui mettait en valeur la couleur de ses yeux. « Prête pour la visite ?» demanda-t-elle avec un sourire malicieux. Ils commencèrent par déambuler dans les ruelles pavées du centre historique. Élodie lui racontait l'histoire de chaque bâtiment, partageait des anecdotes sur les habitants, révélait les petits secrets de la ville. Sa passion pour Annecy était contagieuse, et Théodore se surprit à redécouvrir sa ville natale comme s'il la voyait pour la première fois. « Regardez, » dit-elle en le conduisant vers un petit pont de pierre. « De ce côté, on a la plus belle vue sur les canaux. C'est ici que je viens quand j'ai besoin de réfléchir. » Ils s'accoudèrent au parapet, côte à côte, regardant l'eau claire refléter les lumières des maisons anciennes. La proximité de leur corps, leurs épaules qui se frôlaient parfois, créaient une intimité troublante. « Vous venez souvent ici ?» demanda Théodore. « Surtout quand maman me rend folle avec ses recommandations, » répondit-elle en riant. Elle s'inquiète pour tout. Le café, ma santé, mon avenir. Elle a peur que je finisse comme elle, à n'avoir jamais quitté Annecy. Et vous avez peur de cela ? Élodie soupira doucement. Parfois. Mais d'autres fois, je me dis que bonheur n'est pas forcément synonyme d'ailleurs, que peut-être tout ce dont on a besoin se trouve déjà là où on est. Cette philosophie simple mais profonde toucha Théodore au cœur. Lui qui avait passé sa vie à courir après le succès, l'argent, la reconnaissance, découvrait qu'Élodie avait peut-être trouvé quelque chose qu'il cherchait encore, la paix. « Et vous ?» reprit-elle. « Êtes-vous heureux à Paris ?» La question le prit au dépourvu. Heureux ? Il n'y avait jamais vraiment réfléchi. Il était successful, reconnu, riche. Mais heureux ? Je pensais l'être, répondit-il finalement. Mais depuis que je suis ici, je me rends compte que j'ai peut-être confondu réussite et bonheur. C'est facile de se tromper, dit-elle avec compassion. La société nous pousse à croire que plus on accumule, plus on devrait être heureux. Mais ce n'est pas toujours vrai. Ils continuèrent leur promenade, longeant le lac sous un ciel étoilé. La lune, presque pleine, se reflétait dans l'eau calme, créant un chemin de lumière argentée. C'était un spectacle d'une beauté saisissante, et Théodore comprit soudain pourquoi ses souvenirs d'enfance étaient si précieux. Annecy avait cette capacité unique à offrir des moments de pure magie.
Vous souvenez-vous de nos promenades nocturnes? Demanda Élodie, alors qu'il s'arrêtait près d'un ponton en bois. Nos escapades secrètes, confirma-t-il avec un sourire nostalgique. Vos parents pensaient ce que vous dormiez, et les vôtres aussi. Elle rit. Nous étions de sacrés petits aventuriers. Nous jurions que nous resterions toujours amis, se souvint Théodore, sa voix se teintant de mélancolie. Les promesses d'enfant, murmura Élodie. Elles semblent si évidentes sur le moment. Je suis désolé, dit-il soudain, se tournant vers elle. Désolé d'avoir disparu de votre vie. Désolé de n'avoir pas tenu mes promesses. Élodie le regarda avec surprise, puis avec une tendresse infinie. Théodore, nous avions 9 ans. La vie nous a séparés. C'est tout. Ce n'est la faute de personne. Mais si j'étais resté en contact, si j'avais fait l'effort, alors peut-être que nos vies auraient été différentes. Ou peut-être pas. Elle toucha doucement son bras. L'important, c'est que nous soyons là maintenant. Ces mots simples bouleversèrent Théodore. Cette capacité qu'avait Élodie à vivre dans l'instant présent, à ne pas se perdre dans les regrets du passé ou les angoisses du futur, était quelque chose qu'il avait perdu en cours de route. « Vous avez raison, dit-il. Nous sommes là maintenant. » Ils restèrent silencieux un moment, contemplant le lac et la lune. Dans ce silence partagé, quelque chose de précieux se tissait entre eux, une complicité qui dépassait les mots, une compréhension mutuelle qui avait survécu aux années et à la distance. « Il se fait tard, dit finalement Élodie. Je dois rentrer. Maman s'inquiète si je tarde trop. » Bien sûr, acquiesça Théodore, même s'il aurait voulu que cette soirée ne se termine jamais. Il la raccompagna jusqu'à chez elle, un petit appartement au-dessus d'une épicerie près du centre-ville. Devant sa porte, ils s'arrêtèrent, soudain intimidés. « Merci pour cette soirée, dit-il. C'était magique. Pour moi aussi, répondit-elle, ses joues rosies par l'émotion. Peut-être pourrions-nous recommencer demain. J'en serais ravi, dit-il avec sincérité. Elle monta les quelques marches qui menaient à sa porte, puis se retourna. Bonne nuit, Théodore. Bonne nuit, Élodie. En rentrant chez lui, Théodore se sentait transformé. Cette soirée avait réveillé en lui des émotions qu'il croyait mortes. Pour la première fois depuis des années, il se sentait vivant. Les jours suivants s'écoulèrent dans une douceur inhabituelle. Théodore avait pris l'habitude de commencer ses matinées au petit nid, savourant son café en observant Élodie s'affairer avec grâce entre les tables. Leur conversation se prolongeait chaque soir par de longues promenades au bord du lac, et peu à peu, les 20 années de séparation semblaient s'effacer. Ce matin-là pourtant, l'atmosphère était différente. Élodie paraissait soucieuse, ses gestes étaient moins assurés, et son sourire habituel avait cédé place à une expression préoccupée. « Quelque chose ne va pas ?» demanda Théodore alors qu'elle lui servait son café d'une main tremblante. Elle hésita un moment, puis s'assit en face de lui, les épaules voûtées par le poids de ses inquiétudes. « C'est compliqué, » murmura-t-elle. « Nous avons reçu une lettre hier, de la banque. » Le cœur de Théodore se serra. Il pressentait que cette conversation allait révéler des vérités qu'il préférait ignorer. Que dit cette lettre? Notre prêt, elle déglutit difficilement. Nous avons 3 mois de retard sur les remboursements. Si nous ne régularisons pas la situation dans les 15 jours, ils saisiront le café. Théodore sentit une vague de culpabilité le submerger. Lui qui possédait plusieurs comptes en banque bien garnis, qui jonglait avec des millions sans y penser, découvrait qu'Élodie et sa mère luttaient pour leur survie financière. Cette injustice le révoltait. « Combien ?» demanda-t-il, sa voix se durcissant malgré lui. « Pardon? Combien devez-vous » Élodie rougit, visiblement embarrassée par cette question directe. « Je ne peux pas vous demander cela. Ce ne sont pas vos problèmes. » Élodie, s'il vous plaît. Combien? 15 000 €, avoua-t-elle dans un souffle. 15 000 € que nous n'avons pas. Maman refuse de vendre. Elle dit que ce café est tout ce qui nous reste de papa. Mais moi, sa voix se brisa. Moi, je ne sais plus quoi faire. 15 000 €. Une somme dérisoire pour Théodore, l'équivalent de ce qu'il dépensait pour un costume. Il aurait pu régler cette dette d'un simple virement, sans même s'en apercevoir. Mais il savait qu'Élodie n'accepterait jamais sa charité. Son orgueil et sa fierté l'en empêcheraient. Et si quelqu'un achetait le café?
demanda-t-il prudemment, testant le terrain. Les yeux d'Élodie s'emplirent de larmes. Nous avons eu des propositions. Des promoteurs immobiliers qui veulent transformer le quartier, mais accepter, ce serait trahir la mémoire de papa. Et puis, elle essuya discrètement une larme. Que deviendrions-nous? Maman n'a que ses souvenirs. Et moi, je ne sais rien faire d'autre que servir le café et préparer des pâtisseries. Théodore eut l'impression qu'un poignard lui transperçait le cœur. Ses promoteurs immobiliers, c'était peut-être lui. Son projet, ses plans, sa froide logique d'homme d'affaires. Il était peut-être en train de détruire la vie de la femme qu'il aimait, sans qu'elle le sache. Élodie, commença-t-il, mais elle l'interrompit. Excusez-moi, je ne devais pas vous embêter avec nos problèmes. Vous êtes en vacances, vous n'avez pas besoin d'entendre nos complaintes. Ne dites pas cela, protesta-t-il avec véhémence. Vos problèmes me préoccupent, plus que vous ne l'imaginez. La sincérité de sa voix la surprit. Elle le regarda attentivement, cherchant à comprendre ce qui motivait cette soudaine intensité. « Pourquoi » demanda-t-elle simplement. « Pourquoi vous préoccupez-vous autant de nous » Théodore sentit qu'il était au bord d'un précipice. Il pouvait tout avouer, ses sentiments, son projet immobilier, sa culpabilité, ou il pouvait continuer à mentir par omission, protégeant cette bulle fragile qu'ils avaient créée ensemble. « Parce que vous comptez pour moi », dit-il finalement, choisissant une vérité partielle. « Plus que vous ne le pensez. » Cette déclaration fit rougir Élodie. Elle baissa les yeux, troublée par l'émotion qu'elle lisait dans le regard de Théodore. Théodore donna à Élodie. La voix aigrelette de Madame Martin résonna depuis la cuisine. Les clients attendent. La mère d'Élodie apparut, une femme dans la soixantaine aux cheveux gris tirés en chignon strict. Ses yeux perçants se posèrent immédiatement sur Théodore, qu'elle jaugea avec une méfiance non dissimulée. « Maman, je vous présente Théodore Moreau, un ami d'enfance. »« Moreau » répéta la vieille dame, les sourcils froncés. « Ce nom me dit quelque chose. Vous n'êtes pas de la famille des Moreau qui ont déménagé à Paris il y a une vingtaine d'années ?»« Si, madame. » Ah, son expression se durcit encore. Le fils de l'homme qui a abandonné ses employés du jour au lendemain pour courir après l'argent parisien. Théodore encaissa le coup sans broncher. Il se souvenait vaguement que son père avait fermé son atelier de menuiserie quand ils avaient déménagé, laissant plusieurs employés sur le carreau. À l'époque, il était trop jeune pour comprendre les implications de cette décision. « Maman » protesta Élodie, mortifiée. « Quoi? C'est la vérité. Et maintenant, le fils revient jouer aux touristes dans notre ville. » Elle toisa Théodore avec dédain. « J'espère que vous n'avez pas l'intention de faire comme votre père, de prendre ce dont vous avez besoin et de repartir sans vous retourner. Maman, s'il vous plaît. » Mais Madame Martin était lancée. Des années de ressentiment remontaient à la surface. « Ma fille a assez souffert comme ça. Elle n'a pas besoin qu'un homme en costume vienne lui tourner la tête avant de disparaître quand les choses se compliquent. » Théodore se leva lentement, conservant sa dignité malgré l'humiliation. « Madame Martin, je comprends votre méfiance, et je respecte votre désir de protéger votre fille, mais je ne suis pas mon père. Vraiment ?» Elle croisa les bras. « Et que faites-vous dans la vie, monsieur Moreau ?»« Je suis dans l'immobilier. » Les yeux de la vieille dame s'écarquillèrent, puis se plissèrent de colère. « L'immobilier, comme ces vautours qui tournent autour de notre café. » Élodie regardait alternativement sa mère et Théodore, sentant que quelque chose d'important lui échappait. L'atmosphère était devenue électrique. « Que faites-vous exactement à Annecy, monsieur Moreau ?» insista Madame Martin. « Ce n'est tout de même pas un hasard. Si vous réapparaissez maintenant, au moment où notre quartier intéresse tant les promoteurs ?» Théodore se sentit pris au piège. Il croisa le regard d'Élodie, qui commençait à comprendre que cette conversation cachait des non-dits importants. « J'évalue des investissements potentiels, » admit-il, incapable de mentir davantage. Le silence qui suivit fut assourdissant. Élodie le fixait avec une expression d'incrédulité grandissante, tandis que sa mère arborait un sourire amer de triomphe. « Des investissements potentiels », répéta Élodie d'une voix blanche. « Dans notre quartier ?» Théodore hocha la tête, incapable de parler. « Le Casaran » murmura-t-elle. « Vous êtes là pour acheter le Casaran. » Élodie. « Et notre café ?» Sa voix montait dans les aigus. «
Notre café fait-il partie de vos investissements potentiels? Théodore ferma les yeux, sachant que le moment de vérité était arrivé. Quand il les rouvrit, il vit dans le regard d'Élodie toute la douleur du monde. « Oui, avoua-t-il, mais ce n'est plus... » « Sortez. Élodie, laissez-moi vous expliquer. »« Sortez !» cria-t-elle, les larmes ruisselant sur ses joues. « Sortez et ne revenez jamais !» Théodore quitta le café sous le regard triomphant de Madame Martin et les sanglots déchirants d'Élodie. Dehors, il s'appuya contre le mur, le cœur brisé. En quelques minutes, il avait perdu la seule chose qui comptait vraiment, la confiance et l'amour de la femme, qui était redevenu le centre de son univers. Le prince de marbre venait de découvrir que certaines blessures ne se guérissent pas avec de l'argent. Théodore erra dans les rues d'Annecy pendant des heures, incapable de retourner dans son appartement. L'expression de trahison dans les yeux d'Élodie le hantait. Chaque pas qu'il faisait résonnait comme un reproche. Chaque reflet de son visage dans les vitrines lui renvoyait l'image d'un homme qu'il ne reconnaissait plus. Il finit par s'asseoir sur un banc face au lac, là même où il s'était promené quelques jours auparavant. L'ironie de la situation ne lui échappait pas. L'homme le plus riche d'Annecy se retrouvait seul, plus démuni qu'un mendiant, parce qu'il avait perdu la seule chose qui n'avait pas de prix. Son téléphone vibra. Marcus. Théodore, enfin, j'essaie de te joindre depuis des heures. Les investisseurs commencent à s'impatienter. Quand signes-tu? Je ne signe pas, répondit Théodore d'une voix atone. Comment ça, tu ne signes pas? J'abandonne le projet. Un silence stupéfait accueillit cette déclaration. Puis Marcus explosa. Tu as perdu la tête? Nous parlons de dizaines de millions d'euros. Ce projet pourrait doubler notre chiffre d'affaires. Je m'en fiche. Tu t'en fiches? La voix de Marcus monta dans les aigus. Théodore, où est passé l'homme d'affaires le plus impitoyable de France? Qu'est-ce qui t'arrive? Théodore regarda les eaux calmes du lac, se demandant lui-même ce qui lui arrivait. Comment expliquer à Marcus qu'il venait de comprendre que sa réussite professionnelle était bâtie sur les ruines des vies humaines? Que, pour la première fois, il voyait les visages derrière les chiffres. « Ce qui m'arrive » répéta-t-il lentement. « Je découvre que j'ai passé 20 ans à devenir quelqu'un que je déteste. Théodore, écoute-moi, tu es en pleine crise existentielle. C'est normal à ton âge, mais ne prends pas de décision irréversible. Rentre à Paris, prends quelques jours de repos, et nous rediscuterons de tout cela calmement. Non, Marcus, ma décision est prise, et elle est définitive. » Il raccrocha et éteignit son téléphone. Pour la première fois de sa vie d'adulte, il venait de tourner le dos à l'argent. Cette liberté nouvelle était terrifiante et grisante à la fois. Le soir tombait sur Annecy, et les lumières de la ville commençaient à scintiller. Théodore se leva finalement, sachant qu'il devait affronter la réalité. Il ne pouvait pas fuir indéfiniment. En passant devant le petit nid, il s'arrêta malgré lui. Les lumières étaient éteintes, le rideau baissé. Un panneau manuscrit était accroché à la porte, fermé pour raisons personnelles. Son cœur se serra. Il était responsable de cette fermeture, de cette douleur qu'il avait infligée à Élodie et à sa mère. Pourtant, quelque chose en lui refusait d'abandonner. Il devait trouver un moyen de réparer ce qu'il avait cassé. Il monta chez lui et s'installa à la petite table près de la fenêtre. Pendant des heures, il réfléchit, échafauda des plans, chercha des solutions. À l'aube, il avait trouvé. Le lendemain matin, il se rendit directement à la banque. Le directeur, M. Blanchard, un homme corpulent aux manières obséquieuses, le reçut avec tous les égards dus à un client potentiellement très riche. « Monsieur Moreau, quel honneur! J'ai entendu parler de votre projet d'investissement. Magnifique, vraiment magnifique. Monsieur Blanchard, je viens vous parler du petit nid. » L'expression du banquier changea instantanément. « Ah, cette affaire. Effectivement, c'est regrettable, mais nous ne pouvons pas faire de sentiments. Les affaires sont les affaires. J'aimerais régler leurs dettes. » Blanchard écarquilla les yeux. « Vous voulez payer pour eux? » »« Exactement. 15 000 euros, n'est-ce pas? » »« Effectivement, mais pourquoi? Quel est votre intérêt dans cette affaire ?» Théodore sortit son chéquier. « Disons que c'est un investissement dans l'avenir du quartier. J'apprécie l'authenticité de ce café. » « Très bien, très bien. » Blanchard était aux anges. « Mais il y a un petit problème administratif.
Nous ne pouvons pas accepter un paiement de la part d'un tiers sans l'accord des débiteurs. Il faudrait que Madame Martin signe un accord. Maintenant, Théodore avait prévu cette objection. Dans ce cas, je voudrais acheter la créance. Acheter la créance? Exactement. Combien la banque accepterait-elle de me céder cette créance? Blanchard réfléchit rapidement. Une créance en souffrance de 15 000 €, il pourrait la céder pour 8 ou 10 000. C'était toujours cela de récupérer. Disons 10 000 €. Parfait. Théodore signa un chèque. Préparez-moi les papiers. Je veux que tout soit réglé aujourd'hui. 2 heures plus tard, Théodore était légalement propriétaire de la dette du petit nid. Élodie et sa mère lui devaient désormais 15 000 €, et non plus à la banque. La différence était cruciale. Lui pouvait attendre, la banque non. Il se rendit ensuite chez un notaire et fit établir un document officiel stipulant qu'il renonçait à toute créance sur le petit nid et ses propriétaires. Puis il glissa ce document dans une enveloppe, accompagné d'une lettre qu'il avait écrite et réécrite toute la nuit. Le soir venu, il déposa l'enveloppe sous la porte du café et repartit sans se retourner. Dans sa lettre, il expliquait tout, son projet initial, ses sentiments pour elle, sa découverte que l'argent ne valait rien sans l'amour, et sa décision d'abandonner définitivement tout investissement à Annecy. Il demandait son pardon, sans espérer qu'elle puisse le lui accorder. « Je comprends que vous ne puissiez plus me faire confiance », avait-il écrit. « Je comprends que mes actes parlent plus fort que mes mots, mais sachez que ces quelques jours avec vous ont été les plus beaux de ma vie d'adulte. Vous m'avez rappelé qui j'étais vraiment, sous le vernis et les costumes. Vous m'avez sauvé, même si je vous ai perdu. » Il concluait en expliquant qu'il repartait pour Paris le lendemain, qu'elle n'aurait plus jamais à le revoir si tel était son souhait. Cette nuit-là, Théodore ne dormit pas. Il fit ses bagages lentement, méticuleusement, comme s'il voulait retarder le moment de quitter Annecy pour toujours. Chaque objet qu'il rangeait était un souvenir, chaque geste, un adieu. À l'aube, il était prêt à partir. Sa voiture l'attendait devant l'immeuble, son chauffeur au volant. Il monta à l'arrière et ferma les yeux, ne voulant pas voir défiler les rues qui avaient abrité son bonheur fugace. Mais alors que la voiture démarrait, il entendit une voix crier son nom. Son cœur bondit dans sa poitrine. Il se retourna et vit Élodie courir vers eux, l'enveloppe à la main, les cheveux au vent, les joues rougies par l'effort et l'émotion. « Arrêtez !» cria-t-il au chauffeur. Il descendit de la voiture et fit quelques pas vers elle, n'osant y croire. Elle s'arrêta à quelques mètres de lui, essoufflée, le regard intense. « Vous partiez » demanda-t-elle, la voix tremblante. « Je pensais que c'était ce que vous souhaitiez. J'ai lu votre lettre. » Elle agita l'enveloppe, toute la nuit, plusieurs fois, et je me suis rendu compte que j'étais peut-être trop orgueilleuse, que je n'avais peut-être pas pris le temps d'écouter votre version de l'histoire. Un espoir fou s'empara de Théodore. Élodie, « Vous avez vraiment abandonné votre projet ?» demanda-t-elle. « Complètement. Et la dette, vous l'avez vraiment effacée ?»« Complètement. » Elle le regarda longuement, cherchant dans ses yeux la confirmation de sa sincérité. Ce qu'elle y lut dut la convaincre, car ses épaules se détendirent. « Pourquoi » murmura-t-elle. « Pourquoi avez-vous fait cela ?»« Parce que je vous aime, » dit-il simplement. « Parce que je vous ai toujours aimé, et parce que votre bonheur compte plus que tous mes projets immobiliers. » Cette déclaration la bouleversa. Des larmes coulaient sur ses joues, mais cette fois, c'étaient des larmes de joie. « Théodore, je ne vous demande rien en retour. » continua-t-il. « Je voulais juste que vous sachiez que tout n'était pas mensonge entre nous. Mes sentiments, eux, sont vrais. » Élodie s'approcha de lui et, doucement, posa sa main sur sa joue. « Les miens aussi, » murmura-t-elle. Théodore et Élodie restèrent face à face au milieu de la rue, le monde autour d'eux semblant s'être arrêté. Les premiers rayons du soleil matinal caressaient leur visage, et dans cette lumière dorée, tout paraissait possible. « Vous ne partez plus ?» demanda Élodie, sa main toujours posée sur la joue de Théodore. « Plus si vous ne le souhaitez pas, » répondit-il, sa voix rauque d'émotion. « Je ne le souhaite pas. » Elle sourit à travers ses larmes. « Je ne le souhaite plus. » Le chauffeur, témoin silencieux de cette scène, tout sauta discrètement. Théodore se tourna vers lui et lui fit signe qu'il pouvait repartir seul. L'homme hocha la tête avec un sourire complice et démarra, laissant les deux amoureux sur le trottoir.
Venez, dit Élodie en prenant la main de Théodore. Maman nous attend. Votre mère? Théodore pâlit légèrement. Après ce qui s'est passé hier, elle a lu votre lettre aussi, expliqua Élodie. Enfin, je la lui ai lue, plusieurs fois, et elle a fini par comprendre que vous n'étiez peut-être pas l'homme qu'elle croyait. Ils se dirigèrent vers le petit nid, leurs mains entrelacées. Théodore sentait son cœur battre à tout rompre. L'approbation de Madame Martin était cruciale pour l'avenir de sa relation avec Élodie. La clochette tinta quand ils entrèrent. Madame Martin était derrière le comptoir, préparant des pâtisseries pour la journée. En voyant Théodore, elle s'arrêta et l'observa longuement. Monsieur Moreau, dit-elle finalement, sa voix dépourvue de l'hostilité de la veille. Madame Martin, répondit-il avec respect, je tiens à vous présenter mes excuses pour la façon dont les choses se sont passées hier. La vieille dame s'essuya les mains sur son tablier et s'avança vers lui. Ma fille m'a expliqué ce que vous avez fait. Pour la dette. Théodore hocha la tête, mal à l'aise. Je ne voulais pas que vous perdiez votre café. C'est important pour Élodie. Donc c'est important pour moi. 15 000 €, murmura Madame Martin. Vous avez payé 15 000 € pour des gens que vous connaissez à peine. Je vous connais, protesta Théodore. Peut-être pas bien, peut-être pas assez, mais je vous connais. Et je sais que ce café représente toute votre vie. Madame Martin le regarda avec une expression indéchiffrable, puis soudain, ses yeux se remplirent de larmes. « Mon Henri », murmura-t-elle, « mon pauvre Henri aurait été si fier de voir ce que vous avez fait. » Élodie serra la main de Théodore, émue par cette référence à son père. Il répétait toujours, continua Madame Martin, qu'on reconnaît la vraie valeur d'un homme non pas à ce qu'il accumule, mais à ce qu'il est prêt à donner. Votre mari était un homme sage, dit Théodore avec sincérité. Il l'était. Elle s'approcha et, à la surprise générale, prit les mains de Théodore dans les siennes. Je vous demande pardon pour mes paroles d'hier. La peur me rendait injuste. Vous n'avez pas à vous excuser, Madame Martin. Votre méfiance était compréhensible. Appelez-moi Sylvie, dit-elle avec un sourire timide. Et maintenant, asseyez-vous. Je vais vous préparer un vrai petit déjeuner. Pendant que Sylvie s'affairait en cuisine, Théodore et Élodie s'installèrent à leur table habituelle. L'atmosphère était différente, plus légère, comme si un poids énorme venait d'être retiré de leurs épaules. « J'ai eu si peur que vous partiez », avoua Élodie. « Quand j'ai vu votre voiture démarrer, moi aussi j'ai eu peur, » admit Théodore. « Peur de vous avoir perdu pour toujours. Et maintenant, qu'est-ce qui va se passer maintenant ?» Cette question était celle que Théodore redoutait et espérait à la fois. Que pouvait-il lui offrir? Sa vie parisienne, froide et artificielle, ses responsabilités d'homme d'affaires, son monde de conventions et de superficialité? Je ne sais pas, répondit-il honnêtement. Pour la première fois de ma vie d'adulte, je ne sais pas de quoi demain sera fait, et c'est terrifiant. Mais c'est aussi libérateur. Il sourit. J'ai passé 20 ans à planifier chaque minute de ma vie, à contrôler chaque aspect de mon existence. Et je me rends compte que j'ai oublié de vivre. Élodie posa sa main sur la sienne. Et si nous apprenions ensemble? Apprendre quoi? À vivre, vraiment vivre, sans planification, sans contrôle, en nous laissant porter par nos sentiments. Cette proposition était révolutionnaire pour Théodore. Lui, qui avait bâti son empire sur la maîtrise et la prévision, découvrait l'idée de se laisser guider par son cœur. « Vous accepteriez de m'apprendre » demanda-t-il avec une humilité touchante. « Nous nous apprendrons mutuellement, » corrigea-t-elle. « Vous m'apprendrez le monde, et moi, je vous apprendrai la simplicité. » Sylvie revint avec un plateau chargé de viennoiseries fumantes, de confitures maison et de café fraîchement moulu. En les voyant se tenir la main, elle sourit avec attendrissement. « Voilà ce que j'appelle un vrai petit déjeuner d'amoureux, » dit-elle en posant le plateau sur la table. Élodie rougit jusqu'aux oreilles, mais ne lâcha pas la main de Théodore. Cette simple réaction confirma à ce dernier que leurs sentiments étaient bien réels, bien présents. « Sylvie, » dit-il soudain, « j'aimerais vous demander quelque chose. Je vous écoute. Accepteriez-vous que je vous aide? Pour le café, je veux dire, pas financièrement, » s'empressa-t-il d'ajouter en voyant son expression, « mais de mes mains.
Je pourrais repeindre la façade, réparer ce qui doit l'être, peut-être agrandir la terrasse. » Sylvie et Élodie échangèrent un regard surpris. « Vous savez faire ce genre de travaux ?» demanda Élodie. Théodore eut un sourire nostalgique. « Mon père était menuisier, vous vous souvenez ? Avant de devenir homme d'affaires, il m'a appris les bases. J'aimais travailler avec mes mains quand j'étais jeune. Et maintenant ? Maintenant, j'aimerais retrouver cette sensation. Cette fierté du travail bien fait, cette fatigue saine d'avoir créé quelque chose de beau et d'utile. » Sylvie l'observa attentivement. Dans ce homme en costume, elle commençait à entrevoir l'artisan qu'il avait peut-être été autrefois. « D'accord, » dit-elle finalement, « mais à une condition. » « Laquelle ? Vous ne travaillez pas en costume. » Elle sourit malicieusement. Henri avait des vêtements de travail dans l'arrière-boutique. Il devrait vous aller. Théodore éclata de rire, un rire spontané et joyeux qu'Élodie ne lui avait jamais entendu. « Marché conclu, » dit-il. Ils passèrent le reste de la matinée à faire des plans pour rénover le café. Théodore prenait des notes, esquissait des croquis, proposait des améliorations. Son expertise professionnelle, mise au service d'un projet personnel et désintéressé, prenait une toute autre dimension. « Vous savez, » dit Élodie en le regardant dessiner, « je crois que c'est la première fois que je vous vois vraiment heureux. » Théodore leva les yeux de ses croquis. « Vous avez raison, c'est exactement ce que je ressens. Du bonheur, simple et pur. Cela vous va bien, » murmura-t-elle. En cet instant, assis dans ce petit café d'Annecy, entouré de l'odeur des pâtisseries et de la chaleur humaine, Théodore comprit qu'il avait enfin trouvé ce qu'il cherchait depuis 20 ans sans le savoir. Un foyer. Non pas un lieu luxueux et impressionnant, mais un endroit où son cœur pouvait enfin se poser. Le prince de marbre commençait doucement à redevenir humain. 3 semaines s'étaient écoulées depuis la réconciliation, et le petit nid était méconnaissable. Théodore, vêtu de la salopette de travail d'Henri, s'activait depuis l'aube, transformant peu à peu le café en un petit bijou. La façade avait retrouvé ses couleurs d'origine. Les volets avaient été restaurés dans un bleu provençal éclatant, et une terrasse couverte s'étendait maintenant sur le côté du bâtiment. « Attention !» cria Élodie en voyant Théodore perché sur une échelle, en train de fixer une jardinière sous la fenêtre. « Ne vous inquiétez pas, » répondit-il en riant. « J'ai le pied sûr. » Il descendit de l'échelle et s'épousseta les mains. Ses joues étaient hâlées par le soleil, ses cheveux légèrement ébouriffés, et ses mains portèrent les marques du travail manuel. Cette transformation physique accompagnait une métamorphose plus profonde. L'homme d'affaires froid et calculateur avait laissé place à quelqu'un de plus authentique, de plus vivant. « Regardez-moi ça !» s'exclama Sylvie, en sortant du café, un plateau de limonade fraîche à la main. Mon Henri aurait été fier de voir son atelier reprendre vie. Théodore accepta gratefully le verre qu'elle lui tendait. Ces dernières semaines, il avait découvert une relation presque filiale avec Sylvie. Elle l'avait adopté comme le fils qu'elle n'avait jamais eu, et lui retrouvait auprès d'elle une chaleur familiale qu'il avait oubliée depuis la mort de ses parents. « Théo !» La voix d'Élodie le fit se retourner. « Il y a quelqu'un pour vous. » Son cœur se serra en reconnaissant Amélie, qui se tenait à l'entrée de la terrasse, visiblement mal à l'aise dans ce décor rustique. Elle portait son éternel tailleur strict et ses talons hauts, qui juraient avec l'ambiance décontractée du café. « Bonjour Amélie, » dit-il en s'approchant. « Que faites-vous ici ?»« Monsieur Moreau !» Elle s'interrompit, déconcertée par son apparence. « J'ai eu du mal à vous reconnaître. J'imagine, » sourit-il. « Asseyez-vous. Vous prendrez quelque chose ? Un café, peut-être ?» Elle s'installa sur une chaise en osier, regardant autour d'elle avec curiosité. « C'est charmant. » Élodie apporta le café et se retira discrètement, sentant que cette conversation était importante. Amélie but une gorgée, visiblement impressionnée par la qualité du breuvage. « Monsieur Moreau, je vais être direct. Monsieur Dubois m'envoie. Il s'inquiète pour vous. » Marcus s'inquiète ? Théodore ne put réprimer un sourire ironique. Plutôt pour ses profits, non. L'entreprise va mal depuis votre absence. Les clients commencent à poser des questions. Les concurrents en profitent pour récupérer nos contrats. Théodore sentit un pincement au cœur. Malgré tout, cette entreprise était son œuvre, et voir qu'elle souffrait le troublait.
Que veut Marcus exactement? Votre retour, immédiatement. Amélie se pencha vers lui. Monsieur Moreau, je vous connais depuis 3 ans. Vous n'êtes pas fait pour cette vie. Vous êtes un leader, un bâtisseur. Votre place est à Paris, dans les bureaux, pas ici à bricoler. Ces mots, qui auraient pu le blesser quelques semaines plus tôt, le laissèrent étonnamment serein. Détrompez-vous, Amélie. Je n'ai jamais été aussi épanoui. Mais vos responsabilités, vos employés, ils comptent sur vous. Mes employés, répéta Théodore. Dites-moi, Amélie, connaissez-vous leurs noms, leurs familles, leurs rêves? Pardon? Moi non plus, je ne les connaissais pas. J'étais leur patron, pas leur chef. Il y a une différence. Amélie le regardait comme s'il avait perdu la raison. Que voulez-vous dire? Je veux dire que j'ai dirigé cette entreprise comme une machine, en oubliant qu'elle était faite d'êtres humains. Il but une gorgée de sa limonade. Savez-vous que Sylvie, la propriétaire de ce café, connaît le prénom de tous ses clients réguliers, qu'elle s'inquiète quand ils ne viennent pas, qu'elle adapte ses horaires aux besoins du quartier plutôt qu'à ses profits? Monsieur Moreau, avec tout le respect que je vous dois, ce sont 2 mondes différents. Vous ne pouvez pas diriger un groupe international comme un café de quartier. Pourquoi pas? Sa question était sincère. Pourquoi ne pas essayer de mettre l'humain au centre de l'entreprise? Amélie secoua la tête, désemparée. Parce que ce n'est pas rentable, parce que dans le monde des affaires, les sentiments sont une faiblesse. Les sentiments sont une faiblesse, répéta Théodore, pensant à Élodie. Où sont-ils la seule chose qui donne un sens à tout le reste? À cet instant, Élodie s'approcha timidement. Excusez-moi de vous interrompre, mais nous allons fermer pour la pause déjeuner. Madame? Amélie, répondit l'assistante en se levant. Amélie Rousseau. Voulez-vous rester déjeuner avec nous? Proposa Élodie avec spontanéité. Maman prépare une tarte aux légumes du jardin. Amélie regarda cette femme simple et souriante qui l'invitait sans arrière-pensée, puis se tourna vers Théodore. Dans ses yeux, elle lut une sérénité qu'elle ne lui avait jamais vue. « C'est très gentil, mais je dois repartir », déclina-t-elle poliment. « Monsieur Moreau, j'espère que vous réfléchirez à ma proposition. »« J'y ai déjà réfléchi, Amélie. Ma décision est prise. Vous abandonnez tout, définitivement ?» Théodore regarda autour de lui. La terrasse qu'il avait construite de ses mains, Sylvie qui s'affairait en cuisine en fredonnant, Élodie qui l'observait avec inquiétude et amour mêlés. « Je n'abandonne rien, » dit-il doucement. « Je choisis. Pour la première fois de ma vie, je choisis vraiment. » Amélie hocha la tête, résignée. « Dans ce cas, j'aurai besoin de votre signature pour quelques documents. Le transfert de pouvoir, les procurations. Bien sûr, préparez tout. Je signerai demain matin. » Après le départ d'Amélie, un silence pesant s'installa sur la terrasse. Élodie s'assit près de Théodore, cherchant ses mots. « Vous regrettez ?» demanda-t-elle finalement. « De quoi? De tout ce que vous laissez derrière vous. Votre réussite, votre fortune, votre statut. » Théodore prit sa main dans la sienne. « Élodie, voulez-vous savoir ce que j'ai vraiment laissé derrière moi ?» Elle hocha la tête. La solitude, l'angoisse perpétuelle, l'impression de courir vers nulle part, l'incapacité à apprécier un coucher de soleil ou le goût d'une madeleine. Il porta sa main à ses lèvres. « Je n'ai rien perdu, j'ai tout gagné. Et si vous vous trompiez, si dans quelques mois, cette vie ne vous suffisait plus, alors nous en parlerons, ensemble. » Il sourit. « C'est ça aussi l'amour, non? Affronter les doutes ensemble ?» Élodie se blottit contre lui, rassurée par cette sagesse nouvelle qu'elle découvrait chez l'homme qu'elle aimait. « Théodore, oui, j'ai une confession à vous faire. » « Laquelle? » « Quand j'étais petite, je rêvais que vous reviendriez me chercher, que vous seriez devenu riche et célèbre, et que vous m'emmèneriez vivre dans un château. » Théodore rit doucement. « Et maintenant, je préfère notre petit château. » Elle désigna le café rénové. « Il est à notre mesure. » En effet, songea Théodore, il était exactement à leur mesure. Et pour la première fois de sa vie, il se sentait parfaitement à sa place. Le prince de marbre avait définitivement cédé la place à l'homme qu'il était vraiment. 1 mois après la visite d'Amélie, la vie avait pris un rythme paisible au petit nid. Théodore se levait chaque matin avec impatience, pressé de retrouver le café, ses odeurs familières et surtout Élodie.
Il avait terminé les travaux de rénovation et s'était naturellement intégré à l'équipe, aidant au service, préparant les commandes, discutant avec les clients réguliers qu'il avait adoptés avec une chaleur touchante. Ce matin-là, pourtant, l'atmosphère était tendue. Élodie avait reçu un appel téléphonique qui l'avait visiblement bouleversée, et depuis, elle tournait en rond dans le café, incapable de se concentrer sur quoi que ce soit. « Que se passe-t-il » demanda Théodore en la voyant renverser du café sur le comptoir pour la 3e fois. « C'était Laurent » murmura-t-elle, les joues rouges d'embarras. « Laurent, mon ex-fiancé. Il arrive cet après-midi. Il veut me parler. » Théodore sentit son estomac se nouer. Élodie ne lui avait jamais parlé de fiancé, et cette révélation le prenait complètement au dépourvu. « Votre ex-fiancé » répéta-t-il en s'efforçant de garder un ton neutre. « C'était il y a 2 ans. Nous étions ensemble depuis le lycée. » Elle évitait son regard. « Il voulait que je vende le café et que nous partions vivre à Lyon. Quand j'ai refusé, il vous a quitté, en me disant que j'étais une petite provinciale sans ambition, qui se contentait de peu. » Sa voix se brisa légèrement. « Il disait que je gâchais ma vie. » Théodore serra les poings. L'idée que quelqu'un ait pu faire souffrir Élodie le mettait en rage, mais il s'efforça de rester calme. « Et maintenant, il veut vous parler ? Il paraît qu'il a appris qu'il y avait quelqu'un d'autre dans ma vie. » Elle leva finalement les yeux vers lui. « Quelqu'un de riche et influent. » Ah ! Théodore comprit immédiatement. « Il pense que j'ai de l'argent. Les nouvelles vont vite dans une petite ville. On dit que vous êtes millionnaire, que vous avez acheté le Casaran. » Elle soupira. Laurent a toujours été intéressé par l'argent. Sylvie, qui avait écouté la conversation depuis la cuisine, s'approcha d'eux. « Ce garçon n'a jamais été assez bien pour ma fille, » déclara-t-elle sans ambages. Prétentieux, arriviste, et pas fichu de comprendre la valeur de ce qu'il avait sous les yeux. « Maman, quoi ? C'est la vérité. Et maintenant, il revient parce qu'il croit que tu as trouvé mieux que lui. » Sylvie secoua la tête avec dégoût. Ces gens-là ne changent jamais. Théodore observait Élodie attentivement. Il voyait bien qu'elle était troublée par ce retour inopiné de son passé. « Vous voulez le voir » demanda-t-il doucement. « Je ne sais pas. Une partie de moi est curieuse de savoir ce qu'il a à me dire. Mais une autre partie a peur. » Peur de quoi ? Peur qu'il ait raison, qu'effectivement je me contente de peu, que je n'ai pas d'ambition. Elle le regarda avec anxiété. « Et si vous finissiez par penser la même chose ?» Cette question bouleversa Théodore. Il prit le visage d'Élodie entre ses mains. « Écoute-moi bien, ce que Laurent appelle se contenter de peu, moi j'appelle ça savoir reconnaître l'essentiel. Ce qu'il appelle manque d'ambition, j'appelle ça sagesse. Tu as construit quelque chose de beau ici, quelque chose d'authentique, ne laisse personne te dire le contraire. Mais vous avez tout quitté pour moi. » « Non !» Sa voix était ferme. « J'ai tout quitté pour moi, pour devenir celui que je voulais vraiment être. Tu m'as juste montré le chemin. » Élodie se blottit contre lui, rassurée par sa force tranquille. Mais Théodore sentait qu'elle avait besoin d'affronter ce fantôme du passé pour avancer sereinement. « Si tu veux le voir, je respecterai ta décision, » dit-il. « Mais sache que je serai là, quoi qu'il arrive. » L'après-midi venu, Laurent Durand fit son apparition au petit nid. C'était un homme d'une 30aine d'années, élégamment vêtu, aux manières étudiées. Ses cheveux étaient parfaitement coiffés, ses chaussures italiennes impeccables, et il portait une montre qui devait coûter plus que les revenus mensuels du café. « Élodie, » dit-il avec un sourire charmeur en entrant, « tu es éblouissante. » Élodie, qui servait un client, se contenta d'un hochement de tête poli. « Bonjour, Laurent. » Le regard de Laurent balaya le café rénové, s'arrêtant sur chaque détail avec l'œil d'un évaluateur. Puis il aperçut Théodore, qui essuyait des verres derrière le comptoir. « Tu dois être le fameux millionnaire, » dit-il avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Laurent Durand, enchanté. » Théodore posa son torchon et serra la main tendue, notant immédiatement la fermeté calculée de la poignée. « Théodore Moreau. »« Ah, Moreau. » Laurent parut soudain très intéressé. « Groupe Moreau Investissement ?»« Anciennement. »« Anciennement ?» Laurent rit. « Un homme d'affaires de votre envergure ne prend jamais vraiment sa retraite. » Théodore ne répondit pas.
se contentant de retourner à ses verres. Cette attitude désinvolte irrita visiblement Laurent, habitué à impressionner par son bagout. « Élodie, pourrions-nous parler en privé ?» demanda-t-il en se tournant vers elle. « Nous pouvons parler ici, » répondit-elle fermement. « Je n'ai rien à cacher. » Laurent jeta un regard agacé vers Théodore, puis haussa les épaules. « Très bien, je vais être direct. J'ai fait une erreur en partant. Une grave erreur. Laurent, laisse-moi finir. » Il prit ses mains dans les siennes, ignorant délibérément la présence de Théodore. Ces 2 années m'ont fait réfléchir. Tu avais raison de vouloir garder ce café. C'est charmant, authentique. Élodie retira ses mains. Qu'est-ce que tu veux, Laurent? Je veux que tu me donnes une seconde chance. J'ai monté ma propre agence immobilière à Lyon. Ça marche très bien. Nous pourrions être associés tous les deux. Transformer ce petit café en quelque chose de plus ambitieux. Plus ambitieux. Imagine, un restaurant gastronomique avec vue sur le lac, de la clientèle haut de gamme. Nous pourrions tripler, quadrupler le chiffre d'affaires. Théodore, qui jusque-là était resté silencieux, ne put s'empêcher d'intervenir. Et pourquoi voudrait-elle tripler son chiffre d'affaires? Laurent se tourna vers lui, agacé par cette interruption. « Pardon ? Je vous demande pourquoi Élodie devrait vouloir tripler son chiffre d'affaires. Est-elle malheureuse actuellement? Manque-t-elle de quelque chose d'essentiel? Écoutez, monsieur Moreau, avec tout le respect que je vous dois, vous ne pouvez pas comprendre. Vous avez déjà fait fortune. Vous pouvez vous permettre de jouer au café de village. Mais Élodie mérite mieux que cela. Mieux que quoi? La voix de Théodore se durcit. Mieux que d'être aimé par ses clients. Mieux que de connaître le prénom de tous les enfants du quartier. Mieux que de voir sa mère heureuse et épanouie. Mieux que de végéter dans l'anonymat, explosa Laurent. Regardez-la, elle est belle, intelligente, elle pourrait avoir tout ce qu'elle veut. Elle a tout ce qu'elle veut, répliqua Théodore calmement. Laurent ricana. Vraiment? Demandez-lui donc si elle n'a jamais rêvé de voyager, de voir le monde, de porter de belles robes, de dîner dans les meilleurs restaurants. Laurent, stop! La voix d'Élodie était ferme. Tu ne comprends toujours pas. Comprendre quoi? Que mes rêves ne sont pas les tiens. Ils ne l'ont jamais été. Elle se leva et alla se placer près de Théodore, qui passa naturellement son bras autour de sa taille. Je ne veux pas tripler mon chiffre d'affaires. Je veux me lever chaque matin avec l'envie de travailler. Je veux connaître mes clients, partager leur joie et leur peine. Je veux que maman soit heureuse et que papa soit fier de nous, là où il est. Sa voix trembla légèrement. Et je veux aimer, et être aimé pour ce que je suis, pas pour ce que je pourrais devenir. Laurent la regarda avec incompréhension, puis se tourna vers Théodore. Vous lui avez monté la tête. Vous l'empêchez de réaliser son potentiel. Et son potentiel? Répéta Théodore. Monsieur Durand, le potentiel d'Élodie, c'est sa capacité à rendre les gens heureux. Et croyez-moi, elle l'a pleinement réalisé. Laurent comprit qu'il avait perdu. Il recula d'un pas, son masque de séducteur glissant pour révéler l'amertume en dessous. « Vous le regretterez, » dit-il à Élodie, « quand la nouveauté sera passée, quand il en aura assez de jouer au simple mortel, vous le regretterez. » Il sortit, sans se retourner, laissant derrière lui un silence pesant. « Ça va ?» demanda Théodore à Élodie. Elle sourit, mais ses yeux étaient brillants de larmes. « Ça va, mais est-ce qu'il a raison ? Est-ce que vous finirez par vous lasser ?» Pour toute réponse, Théodore l'embrassa tendrement devant tous les clients du café qui applaudirent spontanément. « Jamais », murmura-t-il contre ses lèvres, « jamais ». Quelques jours après la visite de Laurent, la vie avait repris son cours paisible. L'automne s'installait doucement sur Annecy, parant les arbres bordant le lac de couleurs chatoyantes. Théodore et Élodie avaient pris l'habitude de se promener chaque soir, savourant ces moments de communion parfaite avec la nature et entre eux. Ce matin-là, cependant, une atmosphère étrange régnait dans le café. Plusieurs clients parlaient à voix basse, jetant des regards inquiets vers Théodore. Élodie, perplexe, tentait de comprendre ce qui se tramait. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda-t-elle à Madame Perrin, une habituée du café. La vieille dame hésita, visiblement embarrassée. « Vous n'avez pas lu le journal ce matin ?»« Non, pourquoi ?» Madame Perrin sortit de son sac le quotidien local et le posa sur la table. En première page s'étalait un titre qui fit blêmir Élodie.
Scandale financier, l'empire Moreau s'effondre. Théodore, qui nettoyait les tables, s'approcha en voyant l'expression bouleversée d'Élodie. En découvrant la une du journal, il sentit son sang se glacer. « Qu'est-ce que ça dit ?» demanda-t-il d'une voix blanche. Élodie lut l'article à voix haute, sa voix tremblant de plus en plus. « Marcus Dubois, associé principal du groupe Moreau Investissement, a été arrêté hier pour détournement de fonds et escroquerie. Selon nos sources, il aurait détourné plus de 50 millions d'euros sur les comptes de l'entreprise. L'absence prolongée du PDG, Théodore Moreau, aurait facilité ces malversations. Les autorités cherchent activement à interroger ce dernier. » Le journal tomba des mains d'Élodie. Autour d'eux, les conversations s'étaient tues. Tous les regards étaient tournés vers Théodore, mélange de curiosité, de méfiance et de compassion. « C'est impossible, » murmura-t-il. « Marcus ne ferait jamais ça. »« Théodore !» Élodie posa sa main sur son bras. « Et s'il l'avait fait en votre absence, s'il avait profité de votre départ ?» La réalité frappa Théodore comme un coup de massue. En abandonnant brutalement son entreprise, il avait laissé le champ libre à Marcus. Son associé qu'il croyait connaître avait peut-être profité de cette situation pour mettre en place ses malversations. « Il faut que j'appelle mes avocats », dit-il, sortant son téléphone d'une main tremblante. Mais avant qu'il puisse composer le numéro, la porte du café s'ouvrit brutalement. 3 hommes en costume entrèrent, montrant leurs cartes officielles. « Police judiciaire, Monsieur Théodore Moreau, c'est moi. Nous devons vous demander de nous suivre pour un interrogatoire concernant les malversations présumées au sein de votre entreprise. » Un silence de plomb s'abattit sur le café. Élodie se rapprocha instinctivement de Théodore, comme pour le protéger. « Suis-je en état d'arrestation ?» demanda Théodore calmement. « Pas pour l'instant, mais nous avons besoin de vos déclarations. » Théodore hocha la tête. Il savait qu'il n'avait pas le choix. En tant qu'associé principal et PDG de l'entreprise, il était forcément impliqué dans l'enquête. « Je vous suis, » dit-il. Puis, se tournant vers Élodie, « Ne t'inquiète pas, tout va s'arranger. » Théodore. Ses yeux se remplirent de larmes. « Et si vous étiez obligé de repartir ? Ça n'arrivera pas, » affirma-t-il avec une conviction qu'il était loin de ressentir. Il l'embrassa tendrement, sous les regards émus des clients, puis suivit les policiers. En sortant, il entendit Sylvie déclarer avec force « Mon gendre n'a rien fait de mal, c'est un homme honnête. » Cette marque de confiance le toucha profondément, mais ne suffit pas à dissiper son angoisse. Au commissariat, l'interrogatoire dura des heures. Les enquêteurs lui montrèrent des documents, des virements suspects, des comptes offshore qu'il ne connaissait pas. Peu à peu, l'ampleur de la catastrophe lui apparut. Marcus avait mis en place un système complexe de détournement, utilisant l'absence de Théodore pour agir en toute impunité. « Monsieur Moreau, comment expliquez-vous que vous n'ayez rien vu ?» demanda l'inspecteur Bertrand, un homme aux manières directes. J'avais donné procuration à Monsieur Dubois pendant mon absence, je lui faisais confiance. Une confiance qui a coûté cher à vos investisseurs. » Cette remarque fit mal à Théodore. Il pensait à tous ses clients qui lui avaient fait confiance, qui avaient investi leurs économies dans ses projets. Par sa négligence, par son abandon de responsabilité, il les avait trahis. « Que va-t-il se passer maintenant ?» demanda-t-il. « L'enquête continue. Vous restez libre pour l'instant, mais ne quittez pas la région. Et il va falloir que vous repreniez les rênes de votre entreprise pour tenter de limiter les dégâts. » Reprendre les rênes de son entreprise. L'idée lui donna la nausée. Retourner à Paris, retrouver ce monde qu'il avait fui, abandonner Élodie et sa nouvelle vie. C'était exactement ce qu'il redoutait le plus. Quand il revint au café en fin d'après-midi, il trouva Élodie et Sylvie qui l'attendaient anxieusement. L'établissement était étrangement vide. Les clients s'étaient fait rares depuis l'arrestation. « Comment ça s'est passé ?» demanda Élodie en se jetant dans ses bras. « C'est compliqué, » soupira-t-il. « Marcus a vraiment détourné des fonds, beaucoup de fonds, et en tant qu'associé principal, je suis responsable. »« Mais vous n'étiez pas au courant ?» protesta Sylvie avec indignation. « Légalement, ça ne change rien. J'aurais dû surveiller, j'aurais dû rester. » Il s'effondra sur une chaise. « J'ai voulu fuir mes responsabilités, et maintenant des centaines de personnes vont payer pour ma lâcheté. »
Vous n'êtes pas lâche, s'insurgea Élodie. Vous avez fait un choix, le choix du bonheur? Un choix égoïste, murmura-t-il. Pendant que je jouais à l'homme heureux ici, mon associé ruinait des familles entières. Un silence lourd s'installa. Théodore voyait bien qu'Élodie et Sylvie cherchaient des mots de réconfort, mais la réalité était implacable. « Qu'est-ce que vous allez faire ?» demanda finalement Élodie d'une petite voix. « Je dois retourner à Paris, essayer de sauver ce qui peut l'être, rembourser les victimes. » Il leva les yeux vers elle, et elle y lut une douleur infinie. « Je dois assumer mes responsabilités. Et nous ?» Cette question, il la redoutait plus que tout. Comment lui expliquer qu'il risquait de passer des années à reconstruire ce que Marcus avait détruit, que son avenir était désormais lié à des tribunaux, des dossiers, des négociations interminables? « Je ne sais pas, » avoua-t-il avec une franchise brutale. « Je ne peux pas te demander de m'attendre. Ce sera long, difficile, incertain. » Les larmes coulèrent maintenant librement sur les joues d'Élodie. « Vous me demandez de choisir entre vous et ma vie ici. Non, je vous dis que vous ne devez pas choisir. Votre vie est ici. Elle est belle, elle est juste. N'y renoncez pas pour moi. Et si je veux y renoncer, alors je vous en empêcherai. » Sa voix était ferme, malgré sa douleur. « Parce que je vous aime trop pour vous laisser commettre cette erreur. » Sylvie, qui avait assisté à cet échange, le cœur serré, s'approcha d'eux. « Mes enfants, dit-elle doucement, l'amour véritable, c'est aussi savoir se donner du temps. Si vous vous aimez vraiment, vous surmonterez cette épreuve. » Théodore prit les mains d'Élodie dans les siennes. « Sylvie a raison, si notre amour est réel, il résistera à la distance et au temps. Et s'il n'y résiste pas, alors c'est qu'il n'était pas assez fort pour mériter de durer. » Cette logique implacable brisa le cœur d'Élodie, mais elle savait qu'il avait raison. L'homme qu'elle aimait était aussi celui qui avait le courage d'assumer ses erreurs, même si cela devait leur coûter leur bonheur. Cette nuit-là, ils marchèrent longuement au bord du lac en silence, gravant dans leur mémoire chaque détail de ces moments qui pourraient être leurs derniers. Demain, Théodore repartirait pour Paris, et leur conte de fées prendrait peut-être fin. Mais dans le cœur de chacun d'eux brillait encore une petite flamme d'espoir. L'espoir que l'amour puisse triompher de tout, même des erreurs du passé. 6 mois s'étaient écoulés depuis le départ de Théodore pour Paris. 6 mois de procédures judiciaires interminables, de réunions avec les créanciers, de nuits blanches passées à tenter de reconstruire ce que Marcus avait détruit. L'empire qu'il avait mis 20 ans à bâtir s'effondrait sous le poids du scandale, et chaque jour apportait son lot de nouvelles catastrophes. Assis dans son bureau parisien, aux murs froids et impersonnels, Théodore contemplait le dossier ouvert devant lui. Les chiffres dansaient sous ses yeux fatigués. 53 millions d'euros détournés, 200 familles lésées, une réputation anéantie. Il avait réussi à éviter la prison grâce à ses avocats, mais le prix à payer était exorbitant. Il devait vendre tous ses biens personnels pour rembourser les victimes. Son téléphone vibra, un message d'Élodie, comme chaque soir depuis 6 mois. Elle lui envoyait une photo du lac au coucher du soleil, accompagnée de quelques mots tendres. Ces messages étaient devenus son unique rayon de soleil dans cette période sombre. « Le lac te attend », avait-elle écrit ce soir-là. « Moi aussi. » Théodore ferma les yeux, imaginant l'odeur des madeleines de Sylvie, le sourire d'Élodie, la terrasse du petit nid baigné de lumière dorée. Ces souvenirs lui paraissaient maintenant appartenir à une autre vie, à un autre homme. Monsieur Moreau, la voix de son assistante temporaire, il avait dû licencier Amélie faute de moyens, le tira de ses rêveries. « Maître Delacroix souhaite vous voir. » Son avocat entra, l'air sombre. Théodore n'avait plus besoin de poser de questions. Il lisait désormais les mauvaises nouvelles sur les visages. « Le juge a rejeté notre demande d'étalement des paiements, » annonça l'avocat sans préambule. « Vous avez 3 mois pour verser les 30 millions restants, sinon c'est la liquidation judiciaire. » 30 millions. Théodore avait déjà vendu son penthouse, ses résidences secondaires, ses voitures de collection. Il ne lui restait plus qu'une chose de valeur, ses parts dans l'entreprise elle-même. Et si je vends tout, absolument tout, vous pourriez vous en sortir, mais vous n'auriez plus rien, plus d'entreprise, plus de revenus, plus de patrimoine. Mais les victimes seraient remboursées intégralement.
Théodore hocha la tête. La décision était évidente, même si elle lui brisait le cœur. Ces familles qui avaient perdu leurs économies méritaient d'être remboursées, même si cela devait le ruiner. « Préparez les papiers », dit-il d'une voix ferme. « Monsieur Moreau, réfléchissez bien. À votre âge, tout recommencer. J'ai déjà tout recommencé une fois, à Annecy. » Un sourire triste passa sur ses lèvres. « J'ai découvert qu'on pouvait être heureux avec très peu. Une semaine plus tard, tout était consommé. Théodore Moreau, jadis empereur de l'immobilier de luxe, se retrouvait avec pour seul bien un petit compte en banque et une valise de vêtements. Étrangement, il se sentait libéré. Le poids de l'empire qu'il avait porté pendant 20 ans avait disparu. Il prit le premier train pour Annecy, le cœur battant. Comment Élodie allait-elle accueillir cet homme ruiné qui revenait vers elle? Pouvait-il décemment lui proposer un avenir fait d'incertitude et de précarité? En arrivant en gare d'Annecy, il fut saisi par l'émotion. L'air pur des montagnes, l'odeur du lac, la lumière particulière de cette ville qu'il aimait, tout cela lui avait terriblement manqué. Il se dirigea vers le petit nid d'un pas hésitant. Et si Élodie avait refait sa vie? Et si 6 mois d'absence avaient eu raison de leurs sentiments? Ces questions le torturaient, mais il devait connaître la vérité. En approchant du café, il remarqua des changements. La façade avait été repeinte, de nouvelles jardinières ornèrent les fenêtres, et une enseigne artisanale avait remplacé l'ancienne. Le petit nid, café-librairie, pouvait-on lire en lettres élégantes. Il poussa la porte, et la clochette familière résonna. L'intérieur avait également évolué. Des étagères remplies de livres occupaient un coin de la salle, créant un espace cosy où quelques clients lisaient en buvant leur café. « Nous fermons dans 10 minutes !» cria Élodie depuis le comptoir sans lever les yeux. Même pour un client qui vient de très loin, cette voix qu'elle connaissait si bien la fit sursauter. Elle leva la tête et le vit, amaigri, fatigué, mais avec ce sourire qu'elle avait tant aimé. « Oh, Théodore !» murmura-t-elle comme si elle n'osait y croire. « Bonjour, Élodie. » Elle contourna le comptoir en courant et se jeta dans ses bras. Il la serra contre lui, respirant l'odeur de ses cheveux, sentant la chaleur de son corps contre le sien. 6 mois de séparation s'effacèrent en un instant. « Tu es revenu, » sanglota-t-elle. « Tu es vraiment revenu. Pour toujours, si tu veux bien de moi. Bien sûr que je veux de toi. » Elle recula pour le regarder. « Mais, et tes affaires, le procès? Tout est fini. J'ai tout vendu pour rembourser les victimes. Je n'ai plus rien. » Il caressa son visage. « Sauf l'espoir que tu m'acceptes tel que je suis maintenant. »« Tel que tu es ?» Elle rit à travers ses larmes. « Mais tu es l'homme que j'aime, avec ou sans argent. »« Élodie !» La voix de Sylvie résonna depuis l'escalier. « Qu'est-ce que... » Oh ! En voyant Théodore, le visage de Sylvie s'illumina. Elle descendit aussi vite que son âge le permettait et l'étreignit avec force. « Mon fils, mon pauvre fils, nous avons lu dans les journaux, tu as dû tant souffrir. C'est fini maintenant, Sylvie. Je suis à la maison. »« À la maison », répéta-t-elle avec émotion. « Oui, c'est exactement ça. Tu es à la maison. » Ils passèrent la soirée à rattraper le temps perdu. Théodore raconta les mois difficiles, les procès, la chute de son empire. Élodie et Sylvie lui expliquèrent les transformations du café. L'idée de la librairie était venue d'Élodie, qui avait voulu honorer son rêve d'enfance tout en développant l'activité. « Les gens aiment venir lire ici », expliqua Élodie. « Nous organisons des lectures, des rencontres avec des auteurs. C'est devenu un vrai lieu de vie culturelle. Tu as réalisé ton rêve, » dit Théodore avec fierté. « Une partie de mon rêve. L'autre partie, c'est toi. » Cette nuit-là, allongé dans le petit appartement au-dessus du café que Sylvie avait insisté pour qu'il occupe, Théodore contempla le plafond. Il n'avait plus rien de ce qu'il possédait 6 mois auparavant, mais il se sentait infiniment plus riche. Il avait retrouvé l'amour, la famille, le foyer qu'il cherchait depuis toujours. Son téléphone vibra. Un message de son ancien directeur financier. Les derniers virements ont été effectués. Toutes les victimes sont remboursées. Félicitations pour votre courage, monsieur. Théodore sourit dans l'obscurité. Il avait payé sa dette envers la société. Maintenant, il pouvait enfin se consacrer à sa dette envers le bonheur.
une dette qu'il comptait bien honorer chaque jour de sa nouvelle vie. À l'étage du dessous, Élodie ne dormait pas non plus. Elle pensait à cet homme extraordinaire qui avait tout sacrifié pour réparer les erreurs d'un autre, à cet homme qui était revenu vers elle les mains vides, mais le cœur plein, à cet homme qu'elle aimait plus que jamais. Demain commencerait leur vraie vie commune, une vie simple, authentique, construite sur l'amour et la confiance mutuelle, une vie qui valait tous les empires du monde. Dans la nuit d'Annecy, deux cœurs battaient à l'unisson, prêts à affronter ensemble tous les défis de l'avenir. 3 mois s'étaient écoulés depuis le retour de Théodore, et sa nouvelle vie prenait forme peu à peu. Chaque matin, il se levait avec Élodie dans le petit appartement au-dessus du café, savourant ces instants de bonheur simple qu'il avait appris à chérir. Il avait trouvé du travail comme chef de chantier pour une entreprise de rénovation locale, utilisant les compétences que son père lui avait transmises dans sa jeunesse. Ce matin-là, il était particulièrement nerveux. Aujourd'hui marquait l'ouverture officielle de la nouvelle section librairie du Petit Nid, et toute la ville semblait attendre cet événement. Élodie avait organisé une journée spéciale avec des lectures, des dédicaces d'auteurs locaux et bien sûr, les fameuses Madeleines de Sylvie. « Tu es sûr que l'estrade tiendra ?» demanda Élodie pour la 5e fois en vérifiant l'installation que Théodore avait construite pour l'occasion. « Fais-moi confiance, » répondit-il en souriant. « Elle pourrait supporter un éléphant. Il n'y aura pas d'éléphant, j'espère, » plaisanta Sylvie en disposant ses pâtisseries sur le comptoir, fraîchement cirées. L'atmosphère était joyeuse, mais Théodore sentait une pointe d'appréhension chez Élodie. Cette journée représentait l'aboutissement de mois de travail et d'investissement personnel. Elle avait utilisé toutes ses économies pour acheter les livres, aménager l'espace, créer ce petit paradis littéraire qu'elle avait toujours rêvé de posséder. « Et si personne ne vient ?» murmura-t-elle en se blottissant contre lui. « Alors nous lirons ensemble, » répondit-il en l'embrassant sur le front. « Mais tout Annecy va venir, tu verras. » À 10 heures précises, ils ouvrirent les portes. Théodore avait vu juste. Dès les premières minutes, un flot continu de visiteurs se pressa dans le café. Anciens clients fidèles, curieux du quartier, passionnés de littérature, tous venaient découvrir cette nouvelle facette du Petit Nid. Théodore observait Élodie dans son élément, expliquant avec passion ses choix de livres, conseillant tel ou tel ouvrage, animant les discussions littéraires qui naissaient spontanément entre les clients. Elle rayonnait d'un bonheur si pur qu'il en eut les larmes aux yeux. « Monsieur Moreau ?» Une voix l'interrompit dans sa contemplation. Il se retourna et reconnut Monsieur Blanchard, le directeur de banque. « Bonjour, Monsieur Blanchard. Je tenais à vous dire... » L'homme semblait embarrassé. « Ce que vous avez fait pour rembourser toutes ces familles, c'est remarquable, héroïque même. J'ai seulement fait ce qui était juste. Beaucoup d'hommes dans votre situation auraient choisi la faillite personnelle plutôt que de tout sacrifier. » Blanchard baissa la voix. « Si jamais vous avez besoin d'un prêt pour un projet, n'hésitez pas. Votre parole vaut tous les garanties du monde. » Cette marque de confiance toucha profondément Théodore. Il réalisa que sa réputation, bien loin d'être ternie par le scandale, s'était au contraire renforcée par la manière dont il avait géré la crise. L'après-midi fut un triomphe. Les lectures se succédèrent, les livres se vendirent bien, et l'atmosphère était à la fête. Vers 17 heures, alors que Théodore aidait à ranger, il remarqua un homme élégant qui observait la scène depuis l'entrée. L'homme s'approcha de lui. « Monsieur Moreau ? Je suis Paul Saunier, de la mairie d'Annecy. Enchanté. J'avoue que je suis impressionné par ce que vous avez accompli ici. Cette transformation du café, cette intégration de la librairie, vous avez créé quelque chose d'unique. C'est le mérite d'Élodie, pas le mien. Permettez-moi d'en douter. » Saunier sourit. « J'ai une proposition à vous faire. La ville cherche quelqu'un pour superviser la rénovation du quartier historique. Quelqu'un qui comprenne l'âme des lieux, qui sache allier modernité et authenticité. Cela vous intéresserait-il » Théodore resta bouche bée. On lui proposait exactement le type de projet dont il rêvait. Rénover, embellir, tout en préservant l'esprit des lieux. C'est très tentant. Mais je dois en parler avec Élodie. Naturellement. Réfléchissez-y. Ce serait un contrat de 3 ans, très bien rémunéré.
Quand Saunier fut parti, Théodore resta pensif. Cette opportunité arrivait au moment parfait, comme si l'univers lui offrait une seconde chance professionnelle. Le soir venu, après le départ du dernier client, ils firent le bilan de la journée. Les ventes avaient dépassé toutes les espérances d'Élodie, et les retours étaient unanimement positifs. « Je n'arrive pas à y croire », dit-elle en comptant la recette. « Nous avons vendu plus de livres en une journée que je n'osais l'espérer. »« Tu as réalisé quelque chose de magnifique », dit Théodore en la prenant dans ses bras. « Ton père aurait été fier. »« Papa », ses yeux se voilèrent. « Tu crois qu'il nous voit, qu'il approuve ?»« J'en suis certain. » Il caressa ses cheveux. « D'ailleurs, j'ai quelque chose à te dire. » Il lui raconta la proposition de la mairie. Élodie l'écouta avec attention, puis un sourire radieux illumina son visage. « C'est formidable. Tu vas accepter, si tu es d'accord. Cela signifie que je vais être très occupé les prochaines années. »« Mais Théodore, » dit-elle en prenant ses mains dans les siennes, « tu as sacrifié ta carrière pour moi, pour nous. Maintenant, c'est à moi de t'encourager à voler de tes propres ailes. » « Nous volerons ensemble, » corrigea-t-il. « Tout ce que je le fais pour nous. » Sylvie, qui avait écouté la conversation depuis la cuisine, s'approcha d'eux. « Mes enfants, j'ai quelque chose à vous dire aussi. » Elle s'assit près d'eux, l'air solennel. « Cette journée m'a fait comprendre quelque chose. Vous formez une équipe parfaite, vous vous complétez merveilleusement. »« Où voulez-vous en venir, maman ?» demanda Élodie. « Je veux en venir au fait que ce café a besoin d'être dirigé par un couple, pas par une vieille femme fatiguée. » Elle sourit. « Je veux vous léguer le petit nid, officiellement. »« Maman !» s'exclama Élodie. « Vous ne pouvez pas ?»« Si, je peux, et je le fais de mon plein gré. » Sylvie regarda Théodore. « Mon fils, car c'est ainsi que je vous considère, accepteriez-vous de devenir officiellement copropriétaire de ce café ?» Théodore était ému aux larmes. Cette femme qu'il avait d'abord rejetée par méfiance lui offrait maintenant sa confiance absolue. « Sylvie, je ne sais pas quoi dire. »« Dites oui, » murmura Élodie. « Dites oui, et nous serons vraiment associés, dans le travail comme dans la vie. »« Oui, » dit-il simplement. « Oui, de tout mon cœur. » Ils s'embrassèrent tous les trois, scellant cette nouvelle alliance. Dehors, le lac d'Annecy scintillait sous les étoiles, témoin silencieux de cette renaissance. Cette nuit-là, Théodore resta longtemps éveillé, réfléchissant au chemin parcouru. De l'homme d'affaires impitoyable qu'il était à Paris, au copropriétaire d'un petit café d'Annecy, le contraste était saisissant. Pourtant, il n'avait jamais été aussi fier de sa vie. Il avait perdu un empire, mais gagné une famille. Il avait abandonné une fortune, mais trouvé un trésor inestimable, l'amour authentique et la sérénité d'une vie en harmonie avec ses valeurs. Demain, il appellerait Paul Saunier pour accepter le poste à la mairie. Il commencerait cette nouvelle carrière qui alliait ses compétences et ses aspirations. Et surtout, il continuerait à construire, jour après jour, cette vie simple et belle qu'il partageait avec Élodie. Le prince de marbre avait définitivement disparu. À sa place était né un homme libre, aimé et heureux. Un an s'était écoulé depuis cette journée mémorable de l'ouverture de la librairie. Le printemps revenu paraît Annecy de ses plus belles couleurs, et le lac d'un bleu cristallin reflétait les sommets enneigés qui se dressaient majestueusement à l'horizon. Théodore contemplait ce paysage depuis la terrasse du Petit Nid, savourant ces instants de plénitude qui jalonnaient désormais sa vie. Son travail à la mairie s'était révélé passionnant. Superviser la rénovation du quartier historique lui permettait d'allier son expertise professionnelle à son amour pour Annecy. Sous sa direction, les travaux avançaient dans le respect du patrimoine, créant un équilibre parfait entre modernité et authenticité. Les habitants du quartier l'avaient adopté, appréciant sa capacité à les écouter et à intégrer leurs souhaits dans les projets. « Théo !» La voix d'Élodie le tira de ses réflexions. « Tu pourrais venir m'aider ? Nous avons une avalanche de commandes pour la Saint-Valentin. » Il sourit en entendant ce surnom qu'elle lui donnait maintenant. Plus personne ne l'appelait Monsieur Moreau. Il était devenu simplement Théo, l'homme du quartier, celui qui réparait les volets des voisins le dimanche et organisait des tournois de pétanque sur la place. En entrant dans le café, il fut accueilli par l'effervescence habituelle.
La librairie café était devenue le cœur battant du quartier. Des habitués de tous âges s'y retrouvaient pour discuter, lire, partager un moment de convivialité. Élodie avait créé un véritable lieu de vie sociale, exactement comme elle l'avait rêvé. « Regarde », dit-elle en lui montrant un carnet de commandes bien rempli. « Madame Dubois veut un bouquet littéraire pour son mari. Monsieur Perrin cherche un livre de cuisine pour sa femme. Et les Jourdain aimeraient que nous organisions une soirée lecture romantique samedi. » « Une soirée lecture romantique ?» répéta Théodore avec amusement. « C'est la nouvelle mode. Les couples viennent écouter des extraits de romans d'amour en dégustant nos spécialités. » Elle rougit légèrement. « J'ai pensé que tu pourrais peut-être lire quelques passages. Tu as une si belle voix. » Cette demande le toucha profondément. Voir Élodie s'épanouir ainsi, développer ses idées, créer sans cesse de nouveaux projets, le remplissait de fierté et d'amour. « Bien sûr, » dit-il en l'embrassant tendrement, « mais à une condition. »« Laquelle ? » ?»« Tu me laisses choisir le premier texte. »« D'accord, » accepta-t-elle, intriguée par son sourire mystérieux. La journée passa rapidement entre le service au café et les préparatifs de la soirée. Sylvie, maintenant officiellement à la retraite, mais qui continuait à préparer ses madeleines par plaisir, observait le couple avec attendrissement. L'harmonie qui régnait entre eux était évidente, et elle bénissait chaque jour le destin qui avait ramené Théodore dans leur vie. Le samedi soir venu, une vingtaine de couples s'étaient rassemblés dans l'espace librairie, transformé pour l'occasion en salon intime. Des bougies créaient une atmosphère chaleureuse, et Élodie avait disposé avec soin des bouquets de fleurs de saison. « Bonsoir à tous », commença Élodie, légèrement intimidée par ce public attentif. Bienvenue à notre première soirée lecture romantique. Ce soir, nous allons voyager à travers les plus belles déclarations d'amour de la littérature française. Des murmures approbateurs parcoururent l'assistance. Théodore, vêtu d'un pull en cachemire que lui avait offert Élodie, se leva et s'approcha du pupitre improvisé. « Avant de commencer, » dit-il, sa voix portant parfaitement dans le silence attentif, « j'aimerais vous lire quelque chose de particulier. Non pas un extrait de roman célèbre, mais un texte personnel. » Il sortit de sa poche une feuille pliée avec soin. Élodie le regardait avec surprise, ne comprenant pas où il voulait en venir. « Il y a 2 ans, » continua Théodore, « j'ai écrit ces mots dans ma chambre d'hôtel parisienne, le soir où j'ai réalisé que j'aimais une femme exceptionnelle. Je ne pensais jamais avoir l'occasion de les partager, mais ce soir me semble parfait pour cela. » Il déplia la feuille et commença à lire d'une voix émue « Mon amour, tu es revenu dans ma vie comme un printemps après un long hiver. Tes yeux verts sont les lacs où je veux noyer mes erreurs passées. Ton sourire est le soleil qui réchauffe mon cœur de marbre. Auprès de toi, j'ai redécouvert l'homme que j'étais vraiment, celui que les années d'ambition avaient enseveli. Tu m'as appris que la richesse ne se compte pas en euros, mais en moments partagés, en rires échangés, en confidences murmurées. Grâce à toi, j'ai compris que l'amour véritable n'a pas de prix, car il est impayable. » Il leva les yeux vers Élodie, qui avait les larmes aux yeux, puis continua. « Si tu veux bien de moi, je promets de t'aimer chaque jour comme si c'était le premier et le dernier. Je promets de construire avec toi un foyer rempli de rire et de tendresse. Je promets d'être l'homme que tu mérites, celui qui saura apprécier chaque instant de bonheur que tu m'offres. » Il replia la feuille et, sous les regards émus de l'assistance, s'agenouilla devant Élodie. De sa poche, il sortit une bague simple mais élégante, sertie d'une émeraude qui rappelait la couleur de ses yeux. « Élodie Martin, » dit-il d'une voix tremblante d'émotion, « veux-tu m'épouser ?» Le silence qui suivit sembla durer une éternité. Élodie, les mains portées à son cœur, le regardait avec un amour si intense qu'il illuminait tout son visage. « Oui, » murmura-t-elle. Puis de plus fort, « Oui, bien sûr que oui. » Il se releva et la prit dans ses bras sous les applaudissements enthousiastes de l'assistance. Sylvie, depuis le comptoir, pleurait de joie en applaudissant de toutes ses forces. « La bague !» balbutia Élodie en tendant sa main. Théodore lui passa l'anneau au doigt. « L'émeraude vient de la première bague que j'ai jamais achetée. Je l'ai fait sertir dans un nouveau montage. »« Ah, la première bague que tu as achetée !»« Avec mes économies de gamin de 10 ans, je l'avais achetée pour toi. » Mais je n'avais jamais osé te la donner avant notre départ.
Il sourit avec tendresse. Je l'ai gardé 25 ans en pensant que c'était du sentimentalisme. En réalité, c'était de l'espoir. Cette révélation acheva de bouleverser Élodie. Penser qu'il avait gardé cette bague pendant toutes ces années, à travers tous ses succès et ses échecs, la touchait plus que toutes les déclarations du monde. « Je t'aime », dit-elle simplement, ces 3 mots contenant toute la profondeur de ses sentiments. « Moi aussi je t'aime, pour toujours ». La soirée se poursuivit dans une atmosphère de fête. Les couples présents, émus par cette demande en mariage spontané, partageaient leur joie. Certains racontaient leur propre histoire d'amour, d'autres évoquaient leurs projets d'avenir. Le petit nid résonnait de rires et de conversations chaleureuses. Plus tard, quand les derniers invités furent partis, Théodore et Élodie se retrouvèrent seuls sur la terrasse. La lune, presque pleine, se reflétait dans les eaux calmes du lac, créant ce chemin de lumière argentée qu'ils aimaient tant contempler. « Alors, dit Élodie en admirant sa bague, quand est-ce qu'on se marie? Quand tu voudras. Demain, si ça te fait plaisir. Demain? Elle rit. Et Sylvie qui rêve d'organiser un grand mariage, elle ne nous le pardonnerait jamais. Dans ce cas, laissons-lui le temps de tout préparer. Il la serra contre lui. L'important, c'est que nous sachions tous les deux que nous nous appartenons. Pour l'éternité, murmura-t-elle. Ils restèrent là, enlacés, regardant les étoiles se refléter dans l'eau. Dans quelques mois, ils seraient mari et femme. Leur vie continuerait, faite de petits bonheurs quotidiens, de projets partagés, d'amour grandissant. Le prince de marbre était définitivement mort, laissant place à un homme accompli, aimé et heureux. Et sur le lac d'Annecy, leur histoire d'amour entrait dans sa plus belle saison. 6 mois plus tard, par une matinée de septembre doré, Annecy s'éveillait dans une atmosphère de fête. C'était le jour tant attendu, celui du mariage de Théodore et Élodie. La petite église Saint-Maurice, nichée au cœur de la vieille ville, avait été décorée avec un goût exquis par Sylvie et les habitants du quartier, qui avaient tous voulu participer à cet événement. Théodore, vêtu d'un costume sobre mais élégant, attendait devant l'autel. Son cœur battait comme celui d'un adolescent, et il ne pouvait s'empêcher de sourire en pensant au chemin parcouru. 3 ans plus tôt, il était un homme d'affaires froid et solitaire. Aujourd'hui, il était entouré d'amis sincères, dans une ville qu'il aimait, sur le point d'épouser la femme de sa vie. Les premières notes de la marche nuptiale résonnèrent sous les voûtes de pierre. Théodore se retourna et son souffle se coupa. Élodie remontait l'allée centrale au bras du maire d'Annecy, qui avait accepté avec joie de la conduire à l'autel en l'absence de son père. Elle portait une robe simple, mais d'une beauté saisissante, et un voile qui appartenait à sa grand-mère. Mais c'était son sourire radieux qui illuminait véritablement l'église. Leurs regards se croisèrent, et dans cet échange silencieux, ils se dirent tout ce que les mots ne pourraient jamais exprimer. L'amour, la gratitude, la promesse d'un bonheur partagé, l'engagement pour la vie. « Mes chers amis », commença le prêtre d'une voix chaleureuse, « nous sommes rassemblés aujourd'hui pour célébrer l'union de Théodore et Élodie. Une union qui dépasse le simple mariage, car elle représente la victoire de l'amour authentique sur les conventions du monde. » Il poursuivit en évoquant leur histoire. Cette séparation d'enfants qui avait duré 20 ans, ces retrouvailles miraculeuses, cette transformation mutuelle qui les avait menés jusqu'à cet instant. Dans l'assistance, il n'y avait pas un œil sec. « Théodore, dit le prêtre, acceptez-vous de prendre Élodie pour épouse, de l'aimer dans la joie comme dans la peine, dans la richesse comme dans la pauvreté, dans la santé comme dans la maladie, tous les jours de votre vie? »« Oui, je le veux, » répondit Théodore d'une voix ferme, ses yeux rivés sur ceux d'Élodie. « Élodie, acceptez-vous de prendre Théodore pour époux, de l'aimer dans la joie comme dans la peine, dans la richesse comme dans la pauvreté, dans la santé comme dans la maladie, tous les jours de votre vie? »« Oui, je le veux, » murmura-t-elle, sa voix tremblante d'émotion. L'échange des alliances se fit dans un silence religieux. Théodore avait choisi pour lui-même un simple anneau d'or, sans ornement, à l'image de la vie qu'ils avaient choisie, authentique et sans artifice. « Ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas, » conclut le prêtre. « Vous pouvez embrasser la mariée. » Leur baiser fut long, tendre, chargé de toute la tendresse accumulée pendant ces mois d'attente.
Les applaudissements éclatèrent dans l'église, mêlés aux cris de joie et aux sanglots heureux de Sylvie, assise au premier rang. La sortie de l'église fut magique. Les habitants du quartier avaient organisé une haie d'honneur, jetant des pétales de rose sur les mariés. Le photographe, un ami de la famille, immortalisait chaque instant de ce bonheur pur. « Madame Moreau », murmura Théodore à l'oreille de sa femme, « comme j'aime ce nom. Madame Moreau », répéta-t-elle avec un sourire radieux. « Moi aussi, j'adore. » La réception se déroula sur la terrasse du petit nid, transformée pour l'occasion en salle de fête. Sylvie avait surpassé tous ses talents culinaires, proposant un buffet somptueux préparé avec amour. Les tables rondes, décorées de fleurs des montagnes, créaient une atmosphère champêtre et raffinée. Les discours furent émouvants. Paul Saunier de la mairie évoqua l'engagement de Théodore pour la ville. Le docteur Lemaire raconta comment Élodie avait transformé le café en véritable cœur battant du quartier. Mais ce fut le discours de Sylvie qui fit couler le plus de larmes. « De mes enfants, dit-elle en se levant péniblement, quand Henri est mort, j'ai cru que le bonheur avait quitté ma vie pour toujours. Élodie a été ma force, ma raison de continuer. Et puis Théodore est revenu. » Sa voix se brisa légèrement. « Il n'est pas seulement revenu dans la vie d'Élodie. Il est entré dans mon cœur comme le fils que je n'avais jamais eu. Aujourd'hui, je ne perds pas une fille, je gagne un fils. Et je sais qu'Henri, là-haut, sourit en voyant sa petite princesse si heureuse. » Théodore se leva et étreignit Sylvie avec force, incapable de prononcer un mot tant l'émotion l'étreignait. Le point culminant de la soirée fut la première danse des mariés. Théodore avait choisi « La vie en rose », cette chanson intemporelle qui résumait si bien leur histoire. Enlacés au centre de la piste improvisée, ils dansaient comme s'ils étaient seuls au monde, perdus dans leurs yeux, dans leur amour. « Tu te souviens, » murmura Élodie, « de nos danses d'enfants sur la place du village. »« Comment pourrais-je oublier ?» répondit-il. « Tu marchais sur mes pieds, mais je trouvais ça merveilleux. Et maintenant, tu es devenue gracieuse. Mais j'aimerais encore que tu marches sur mes pieds, juste pour retrouver ces sensations d'autrefois. » Elle rit et fit exprès de poser son pied sur le sien. Ils éclatèrent de rire tous les deux, redevenant l'espace d'un instant ces enfants insouciants qui couraient au bord du lac. Vers minuit, quand les derniers invités furent partis, les nouveaux mariés se retrouvèrent seuls sur la terrasse. Sylvie était montée se coucher, leur laissant l'intimité de cette première nuit. « Alors, » dit Élodie en s'appuyant contre la balustrade, « comment se sent-on quand on est marié ?»« Exactement comme avant, » répondit Théodore en la rejoignant, « mais avec la certitude en plus. » « La certitude de quoi ? Que nous avons fait le bon choix, que nous sommes là où nous devons être avec la personne qui nous était destinée. » Ils contemplèrent le lac paisible, baigné par la lumière argentée de la lune. Au loin, les montagnes se dressaient comme des gardiens silencieux de leur bonheur. « Théodore, » dit soudain Élodie, « j'ai une confession à te faire. »« Laquelle ? » ?»« Quand nous étions enfants, le soir avant ton départ, j'ai fait un vœu au bord du lac. »« Quel vœu ? » ?»« J'ai demandé aux étoiles que tu reviennes un jour et que nous soyons ensemble pour toujours. » Elle sourit avec mélancolie. « Pendant 20 ans, j'ai cru que ce vœu resterait sans réponse. » Oui, Théodore la prit dans ses bras, ému par cette révélation. « Et moi, j'ai gardé un galet de ce lac dans ma poche pendant 20 ans, sans savoir pourquoi. Le galet porte-bonheur, il m'a ramené vers toi. » Il l'embrassa tendrement. « Peut-être que les vœux d'enfants finissent toujours par se réaliser, à condition d'y croire assez fort. Dans ce cas, murmura-t-elle contre ses lèvres, j'ai un nouveau vœu à faire. Lequel ? Que nous soyons encore plus heureux dans 20 ans qu'aujourd'hui. Accordé, dit-il en la soulevant dans ses bras pour la porter jusqu'à leur chambre. Accordé pour l'éternité. Et tandis qu'ils montaient l'escalier vers leur nouvelle vie, le lac d'Annecy continuait de scintiller sous les étoiles, témoin éternel de cet amour qui avait su triompher du temps, des épreuves et des conventions. Dans ce petit café au bord de l'eau, le prince de marbre avait définitivement cédé place à un homme accompli, aimé et heureux. Leur conte de fées, commencé dans l'innocence de l'enfance, trouvait enfin sa conclusion parfaite dans la maturité de l'amour véritable.